C'est le petit podcast numéro 9. Salut tout le monde. Comme ça. Ouais. Ouais. Comment ça va tout le monde? Bah ça va? Bah oui. Oui, la pêche? Ça va très bien, ça va très bien. On a encore un beau programme qui nous attend. Donc Ouais. très Chargé aujourd'hui, beaucoup de choses à vous dire. On va faire une première partie d'émission, donc la partie longue, où on va se poser la question de les cinémas, quand est-ce qu'on y retourne au fait? Qu'est-ce qui se passe avec les cinémas? Avec les cinémas, et vous allez me dire avec les salles de concert, les théâtres, tout ça, mais on va quand même faire un point sur les cinémas parce que pendant ce temps-là, il y a des films qui se préparent, il y a des films qui restent en attente. Est-ce qu'il va y avoir un embouteillage? Est-ce qu'ils vont sortir sur les plateformes? On va essayer de passer ça en vue. On va faire des spéculations, hein. On a à peu près autant de réponses que vous, hein, mais, C'est clair, on est plus là pour essayer de mettre tout ça en perspective, voilà. et de brosser le portrait d'une époque où on est vraiment plongé dans l'inconnu, là, où tout est un cas d'école. Et ensuite, on fera une partie actu. Alors là, je l'ai sous les yeux. Elle va être intéressante, cette partie actu, parce qu'il va y avoir des sujets très très larges à évoquer, de la mort d'un de nos comédiens français préférés, Jean-Pierre Bacri, hein, évidemment, à la nouveauté Disney, WandaVision, qui a été lancée la semaine dernière, en passant par... Il y a 2 semaines, je sais plus. il me semble que les premiers épisodes c'était vendredi dernier, donc... Ah oui, c'est ça, c'est le 15, ouais. Et on va passer par les Universal Monsters qui ont droit à leur vitrine en ligne, là, en ce moment, et puis on finira en parlant de A Sin at the Sea, Tout à fait. le film de Takeshi Kitano, qui a été mon défi de la semaine dernière, donc que j'ai regardé cette semaine. On va pouvoir en parler. Bah voilà. Le décor est planté. Le décor est planté. On y va tout de suite. Alors les cinémas. Hello Lucie, hein, salut. Oui, coucou Lucie. Coucou. Les cinémas qui restent toujours et encore fermés. Quand est-ce qu'on pourra sortir et s'acheter un petit billet pour aller voir un nouveau film dans les salles? Vous l'aurez compris après notre introduction, la réponse c'est on ne sait absolument pas. Ouais, c'est. Je me rends compte que j'ai oublié de faire la petite préparation pour mettre les images en fond. Je peux le faire, mais le problème c'est que ça va avoir un écran noir pendant un petit peu de temps, donc c'est peut-être. Mais fais-le donc. Vous êtes un petit peu moche, je préfère vous prévenir. Au prix de l'écran noir. Ça essayez de pas prendre trop longtemps. Hop, Voilà, bah voilà, ça n'a pas pris trop longtemps. Ça n'a pris qu'une seconde. Et voilà, ça n'a rien à voir. Et on a remis cette image. Regardez cette salle de cinéma, incroyable, qui est autour de nous. On a remis cette image parce que je l'aime beaucoup et que c'est aussi. C'était la une de ton bilan ciné 2020. Alors on va faire l'exercice inverse. On va essayer de faire des prévisions pour 2021, ce qui est toujours beaucoup plus casse-gueule, évidemment. Mais oui, comme tu dis, c'est-à-dire que finalement c'était peut-être exprès, c'est-à-dire le cinéma est dans le noir. Non, bravo. Et on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais on va essayer de vous parler un petit peu des problèmes que ça soulève, au fait, et de faire un petit peu des pronostics sur quels sont les scénarios possibles. Coucou Amélie, bien sûr. Coucou. En gros, on n'a toujours pas de date de réouverture des salles, puisque c'est venu avec le deuxième confinement. Le gouvernement a compris qu'il fallait peut-être arrêter de promettre des choses aux exploitants de salles de cinéma, puisqu'on a eu une première date qui était le 6 janvier. Le 15 décembre, en vrai. Il y a eu ça. Il y a eu le 15 décembre. Il y a tellement eu de dates butoirs un peu, pas dire fictives, mais dont on savait qu'elles allaient pas être tenues, qu'effectivement mon esprit mais est en fait, occulté. Il y a eu énormément de promesses pour Noël, puisque les 2 semaines des vacances de Noël sont des semaines capitales pour l'exploitation cinématographique. Donc le gouvernement a commencé par promettre une réouverture pour les deux semaines de fin décembre. Et devant les chiffres qui augmentaient et les fêtes de fin d'année qui nous arrivaient en plein dessus, on a fini par annuler cette date. C'était déjà très très grave, puisqu'il y avait énormément de distributeurs qui avaient pris le pari de refaire des campagnes d'affichage, des campagnes d'affichage. C'est aussi triste que pendant tout le printemps, où on a vu dans les métros, sur les bus, ces films annoncés pour mi-mars, fin 1er mars, avril, ouais, voilà. Et là, effectivement, on est blindé d'affiches même pour les salles de spectacle, les salles de théâtre, de films qui allaient sortir 15 décembre, le 23 décembre, et voilà. Et il y a eu, et voilà, on est rempli de ça. Et c'était une grande leçon aussi, parce qu'il y avait Warner qui avait prévu un passage en force
en disant bon ok Wonder Woman 84 c'est parti pour le 15 décembre ou le 16 décembre, je sais plus, mais quand un blockbuster se positionne comme ça, un blockbuster mondial se positionne de manière aussi forte, vous pensez bien que c'est très très difficile de lui dire bah désolé mais ça va pas le faire. D'ailleurs on était un petit peu persuadé que effectivement via ça allait marquer genre le coup d'envoi de la réouverture parce que disons bon si Warner fait ça ils prennent pas ce genre de décision à la légère, s'ils se disent ça c'est que c'est acté quoi, c'est qu'on n'y reviendra plus et que ça va rouvrir. 3 jours avant on a eu la confirmation que non, ça reste encore heureux j'ai envie de dire, c'est quand même le gouvernement du pays qui décide de ce qui se passe dans son pays mais bien sûr mais ça a été 3 jours, peut-être que j'exagère mais c'était moins d'une semaine avant vraiment, c'était peut-être le jeudi pour le mercredi, quelque chose comme ça quoi. Exactement, et donc on nous a promis non pas de rouvrir le 6 janvier mais on nous a promis une nouvelle concertation le 6 janvier pour voir si des choses étaient possibles et la concertation a dit que rien n'était envisageable pour le moment. Pas vraiment de nouvelles dates, enfin pour le moment en tout cas il est devenu très très clair que maintenant on attend les vaccins, on attend l'arrivée des vaccins et leur mise en circulation pour envisager quelque chose de sérieux quoi. Et ce qui est clair c'est qu'on ne promet plus rien, c'est fini avec ces dates, on a arrêté ça. D'ailleurs il y a plus grand monde qui s'y risque. Là, j'ai vu passer cette semaine un article du Point qui parle pour les restaurants d'une réouverture début avril, qu'évidemment le gouvernement se garde bien de confirmer et infirmer, parce qu'ils ont bien compris que donner des dates, ça crée les attentes de l'espérance et forcément potentiellement des espoirs déçus derrière. Donc on arrête avec tout ça, mais si potentiellement, c'est encore avec des gros guillemets, les restaurants ne rouvrent que début avril, on peut imaginer que les cinémas vont subir plus ou moins le même sort, même s'ils ont été traités un petit peu différemment. J'ai l'impression que pendant un temps, ça a l'air d'être un petit peu terminé quand même tout ça, ce traitement de faveur, avec des gros guillemets, parce qu'un exploitant va pas vous dire du tout qu'ils auront un traitement de faveur, mais une classification un petit peu à part quand même. Oui, puis rien ne le dit, puisque après le premier confinement, les cinémas ont rouvert simultanément avec les bars le 22 juin, donc il y a aucune certitude. En revanche, il faut comprendre un certain nombre de trucs autour de cette incertitude qui nous met vraiment dans un brouillard très anxiogène. C'est que puisqu'il y a une incertitude, les distributeurs eux-mêmes ne peuvent pas redater leurs films. C'est-à-dire que, mis à part Universal ou des grosses enseignes comme ça qui ont pris leurs films importants et qui les ont remis à beaucoup plus tard, les petits distributeurs sont dans un flou total. Ils peuvent pas dire bon bah on sortira fin février ou début mars ou beaucoup plus tard dans l'année. Ils savent pas. Ils ont des films et ils savent pas quand est-ce qu'il faut les programmer. C'est ça, et je suis tombé sur pas mal d'articles sur le net. Si vous tapez calendrier 2021, vous allez avoir plus ou moins les mêmes sources que j'ai eues, qui vont vous donner effectivement des dates qui ont été à un moment donné les dates de ces blockbusters là, mais après qui sont déjà totalement irréalistes. C'est ça, qui sont déjà irréalistes. J'ai sous les yeux, on rentrera dans les détails peut-être un peu plus de ce qui nous attendrait, on va parler au conditionnel. Mais voilà, je vois un No Time to Die au 31 mars, voilà, c'était déjà la date d'il y a plusieurs mois, au moment où ils avaient déjà, au moment où ils ont repoussé la sortie qui était prévue en octobre. Le 11 novembre. Voilà. Le 11 novembre. Et il aurait dû sortir le 11 novembre. Voilà. Au départ, il devait sortir début avril 2020. Donc c'est au moment du report de la date du 11 novembre que cette date-là avait été annoncée. On se doute très bien qu'aujourd'hui, elle veut plus dire grand-chose. Non, probablement pas. Je vois qu'on a sous les yeux Fast and Furious 9 qui est annoncé au 2 avril. C'est encore un film qui a déjà un an de retard dans la vue et qui probablement ne sortira pas à cette date-là. Sans un bruit 2 est un film qui devait déjà sortir il y a tellement longtemps que moi je l'ai vu il y a un an. Ah oui, c'est vrai que tu l'as vu en avant-première. Je l'ai vu en avant-première, donc... C'était effectivement, il devait sortir la semaine du premier confinement, en 2016, je crois qu'il devait sortir le 18. Ouais. Pas mal de films qui sont dans ce cas-là. Et donc, autant vous dire que pour des gens comme moi, des journalistes cinéma comme moi qui l'ont vu un an plus tôt, quand il va falloir ressortir ses vieux souvenirs pour écrire là-dessus quand il va finir par sortir, ça va être coton. Peut-être que j'ose espérer qu'ils referont des séances quand même. Je sais pas, honnêtement je sais pas, j'en sais rien, tout ça coûte du blé, mine de rien, et ils en ont plus des masses. Je vois d'autres titres
comme Last Night in Soho ou Uncharted ou Dune, qui sont des films, et Mission Impossible 7 à plus forte raison, sont des films qui gardent encore une fraîcheur, puisqu'on en a vu très très peu de choses. Oui, il y a évidemment dans cette liste des films qui étaient prévus de base pour 2021. Effectivement, Last Night in Soho, donc c'est le dernier Edgar Wright avec Anna Taylor-Joy. Et alors Dune, Dune, personne ne l'a vu puisqu'il devait sortir en septembre. Décembre. D'abord en septembre, puis en décembre 2020. Et ils n'ont pas arrêté de repousser, mais de toute façon il n'y en a qu'une bande-annonce, c'est encore un film qui a un peu de fraîcheur et qu'on attend. Mais c'est dangereux parce qu'on voit bien déjà que dans ces films, certains ont conservé leur fraîcheur, puis pour d'autres c'est déjà terminé. Si tu veux, je vois dans notre liste Monster Hunter. Pour moi, Monster Hunter, c'est déjà un truc qui a fait polémique il y a des mois, qui est sorti en Chine et tout ça. J'ai même pas envie d'aller le voir, mais j'irai le voir parce que c'est Paul W.S. Anderson. Non, mais d'accord. En fait, il y a une vraie question un petit peu abstraite à se poser et qu'on n'a jamais eu à se poser sur des films jusqu'à maintenant. C'est est-ce que des films qu'on t'a vachement teasé et qu'on a dû repousser très 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 longtemps, est-ce que t'as toujours envie de les voir ? C'est-à-dire, je fais le parallèle avec le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo a vraiment l'habitude de faire ça, c'est-à-dire que très tôt on balançait un teaser à l'E3, puis l'année d'après t'auras le droit à un vrai trailer, puis peut-être de l'année d'après t'auras le droit à un trailer avec du gameplay dedans, et puis en fait il va sortir plus tard. Ça c'est pour les gros jeux, ce qu'on appelle les AAA qui sont vraiment teasés des années auparavant, mais il y a eu un nombre incalculable de jeux qui ont eu des développements beaucoup plus longs que ce qui était prévu. Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire plus l'attente dure, plus l'attente elle-même finit par redescendre, puisqu'effectivement, t'attends quelque chose, jusqu'au bout d'un moment, tu te dis, c'est bon, je l'aurais plus. Je passe à autre chose. Tu passes à autre chose, littéralement. Et il y a quand même des films là-dedans, tous ces films-là sont des incontournables, ceux qui sont dans la liste, il y a énormément de blockbusters, on l'a dit, James Bond, ok, déjà qui sort tard déjà que de base, même à la date où il devait sortir, ça va déjà être quasiment le temps le plus long entre deux James Bond, avec la fin de l'ère Daniel Craig qui aurait déjà eu être avant. Là on va l'avoir quasiment plus d'un an après ce qui était prévu, ça devient beaucoup trop, et on se retrouve avec des cas spécifiques. T'as parlé de Monster Hunter qui est effectivement sorti en Chine, qui est peut-être même, évidemment, déjà dispo piratage. T'as parlé de Wonder Woman, c'est vrai qu'effectivement pour le coup... Wonder Woman, ça c'est encore une politique différente, puisque Warner a décidé pour pouvoir avancer et éviter cet embouteillage, de mettre son catalogue simultanément dans les salles ouvertes aux États-Unis et sur HBO Max. Donc voilà, c'est ça, c'est le fait qu'il soit disponible sur HBO Max fait déjà... Ça les vente les Américains peuvent le voir complètement. Et en plus de ça, un film qui est dispo sur une plateforme de téléchargement par rapport à un film qui est au cinéma, dans la seconde il est piraté. Vous vous dites bien que derrière, le piratage est beaucoup plus facile, et alors on se retrouve même avec des youtubeurs hyper connus qui vont faire des critiques de ce film-là alors qu'il n'est pas officiellement sorti en France. Alors après il y a peut-être eu des projections presse. Ouais, il y en a eu pour Wonder Woman 84, il y en a eu. Peut-être qu'effectivement certains ont été invités à ces séances-là et l'ont vu entre guillemets légalement. Et vous pouvez être sûr que ce n'est pas le cas de tout le monde, quoi. Donc, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et je fais une très bonne question de Lucie qui nous demande si des films peuvent se tourner en ce moment. Et pour te répondre, oui. Et les tournages, ils ont repris donc fin juin. Et il y a quelque chose là encore d'un peu dysfonctionnel, c'est que pendant le premier confinement, comme tout était à l'arrêt, on pouvait se rassurer sur l'embouteillage en se disant bon, ok, on n'a pas sorti de film pendant hyper longtemps. Mais comme on n'en a pas tourné non plus pendant hyper longtemps, les deux vont se compenser. Or, maintenant, ce qui se passe, c'est que non seulement on ne sort pas de film, mais pendant ce temps-là, on continue à en tourner. Je vois dans la liste là, qu'on a sous les yeux, c'est le cas de Mission Impossible 7, par exemple, qui n'était pas tourné pendant le premier confinement, qui maintenant l'est. Bon, on en a parlé dans une précédente émission avec justement Tom Cruise qui avait pété un câble parce qu'il y a des respects évidemment hyper stricts des règles sanitaires, et donc parfois ça peut déraper, quoi. Idem pour The Batman qu'ils ont fini de tourner pendant la crise sanitaire, Matrix 4 fini de tourner pendant la crise sanitaire, Avatar 2, un des premiers films dont le tournage a été bouclé après le premier confinement. Donc tous ces films là sont prêts et on les a foutus pour 2022, mais on les a un peu foutus dans le même panier que par exemple Indiana Jones 5, qui a un autre cas de figure, parce que lui, pour le coup, ils ont annoncé la pré-production, le début de la pré-production, mais ils ont été stoppés par le début de la crise sanitaire. Donc le film n'est pas tourné, mais ça pose un autre problème, c'est que pendant ce temps-là, papy Harrison Ford,
il commence à avoir 79, il rajeunit pas, 80, qu'est-ce qu'il va foutre genre à 82 ans dans le costume d'Indiana Jones, tu vois, au bout d'un moment, c'est... Donc... Ça pose d'autres questions, même après ça peut... Bon, c'est... Chacun sait qu'un film est toujours tourné bien avant sa sortie, mais là on va avoir le cas, même pour revenir à James Bond ou même d'autres, hein, des films qui ont été carrément qui vont sortir quasiment 2 ans après un tournage, c'est-à-dire que l'acteur aura pris 2 ans, enfin tout le monde aura pris 2 ans pendant cette période-là, et donc Et en plus, alors, ça c'est un truc qui naît un peu dans mon cerveau et qui a peut-être pas de réalité, mais je suis quand même convaincu que ça en a une vaguement, c'est que un film prend hyper vite de l'âge. Et ça ne m'étonnerait pas que quand on va découvrir No Time to Die, le dernier James Bond, ou même Sans un bruit 2 ou un truc comme ça, on va se dire mais putain, ça se voit que c'est des trucs qui ont été faits il y a 2 ans, c'est plus du tout dans l'air du temps, on est complètement passé à autre chose, ça ne sent plus le cinéma récent. C'est exactement comme un jeu vidéo, plus le temps va durer, plus il va se baser sur des moteurs qui vont être vieux, ou alors ils vont tout d'un coup, ce qui fait le report très souvent, c'est on bascule vers un moteur plus récent parce qu'on a pris du retard, ou changement de console. Là c'est moins quand même... La technologie est pas... Le cinéma repose un petit peu moins, des gros guillemets, sur ce genre de technologie, mais quand même, hein, dans tous ces blockbusters-là, il y a des effets spéciaux, il y a des techniques qui sont... je vais pas dire qu'il y a des techniques qui sont créées dans le cinéma tous les jours, mais quand même, ça avance à ce niveau-là. Donc oui, clairement, on va avoir des films qui auront 2 ans, voilà, vous voyez, il suffit d'aller sur la fiche d'un film, vous avez souvent sa date de sortie et son année de production, sa période de production. Déjà que souvent ça peut correspondre, mais alors là on va avoir un gap qui va être le plus grand qu'on a jamais vécu. Je vois des trucs genre, là on a Black Widow aussi qui est pareil, qui est en plus genre, je pense encore plus problématique pour Marvel qui a des plans, qui adore sortir des plans hyper calés avec 8 films, 4 séries par an, et puis un agenda jusqu'à 2029 et tant que tel film n'est pas sorti, on ne peut pas sortir le prochain parce que ils se répondent, etc. Je les imagine là essayer de tous les jours, ils doivent se reposer des questions de calendrier, mais alors c'est ça, il est décalé, on décale tout, alors machin, là il était bon et maintenant il tourne autre chose, et donc voilà, tous les calendriers sont bouleversés. Est-ce qu'on va aller jusqu'à avoir des annulations carrément de projets, c'est quasi sûr. Après il y a des choses... des annulations de projets, c'est très 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 sûr. Moi je trouve que le Indiana Jones 5 il sent pas bon, par exemple. Après peut-être qu'ils sont déjà engagés contractuellement sur des trucs de fou et tout, mais c'est à l'heure actuelle un des projets auxquels je crois le moins, mais tu vois, le truc que je te disais sur les films qui prennent de l'âge et qui prennent un coup de vieux sans qu'on les ait vus, il est nécessairement vrai pour les films français par exemple, dont tu nous as fait une petite liste. Kaamelott par exemple, Kaamelott il nous a tellement été teasé qu'il est très très probable que l'intérêt se reporte sur autre chose d'ici à ce qu'il sorte, et surtout dramatique. Les Tuches 4, mais les Tuches 4, ça c'est un truc qui crève le cœur, parce que je sais pas si vous vous êtes baladé dans Paris pendant les fêtes, mais manifestement il y avait une campagne d'affichage qui avait été dealée avec certaines mairies d'arrondissement pour qu'il y ait des décorations lumineuses au nom des Tuches. Merde. Et ouais, et ils les ont mis, hein, parce qu'il y avait un contrat, donc voilà, on a pu descendre des avenues avec des décorations lumineuses où il y avait joyeux Noël avec les Tuches et tout ça, c'était un peu tristoun. Mais je sais pas si tu te souviens, c'était comme cet été, McDonald's avait un partenariat avec les Minions, et ils auraient dû sortir donc le deuxième Minion, voilà. Et sauf que le 2 a été repoussé en raison de la crise sanitaire, du coup tu pouvais aller chez McDo et ressortir avec un joli sac avec plein de Minions dessus. Mais il n'y avait pas de film. Et voilà, et c'est d'autant plus cruel, on peut en rire, hein, des Tuches, mais de base c'était un film de Noël, donc là il n'y a plus qu'à le sortir en Noël 2021 les gars, enfin, vous n'allez pas sortir ça en plein mois de juillet, c'est pas possible quoi. Ça sera en Noël 2021 et il n'y aura aucune mention dans le film du Covid, ou ça sera pas du tout un film d'actualité. Très belle affiche de OSS 117, le nouveau OSS 117, celui de Nicolas Bedos. Qui prend en plus un bad buzz indirect monstrueux, parce que Nicolas Bedos, on l'entend beaucoup. Il ouvre un peu trop sa gueule. Il ouvre un peu trop sa gueule pour en même temps, la famille Bedos, s'ils ouvrent pas leur gueule, c'est la famille Bedos. Évidemment, on a envie de dire, mais écoute, déjà que de base,
c'est plus les Anavicius, c'est plus tout à fait la même équipe derrière, et le mec, avant que le film sorte, il a le temps de refaire 8 sorties qui vont diviser, et au final le film n'intéressera plus personne à l'arrivée, quoi. Bon, en même temps, s'il se tire des balles dans le pied tout seul, on peut rien faire pour lui, mais bon. On a une pensée pour les attachés de presse. Les pauvres. Non mais ça, pour de vrai, c'est des gens avec qui le travail est pas toujours facile ou parfait, mais nous les journalistes, cinéma ou pas d'ailleurs, on a tous besoin des attachés de presse, et en ce moment leur profession souffre terriblement de cette situation, donc on a vraiment une pensée pour eux. Et un autre des points qu'on peut soulever, c'est est-ce que finalement cette époque si propice aux plateformes et pas la réponse à toute cette crise on sent que de toute façon il va y avoir pas mal de plus en plus de cas comme on a eu dans le premier confinement, c'est-à-dire des films sans doute, des distributeurs, des producteurs qui vont un peu baisser les bras et qui vont se dire tant pis, si notre film doit sortir, on va le vendre, on va le vendre à une plateforme. C'est ce qui est arrivé dans le premier confinement. On avait déjà parlé de Blind Shot, de Pinocchio, ouais. J'ai une comédie française en tête dont le nom m'échappe, mais Forte, voilà. Il y en avait pas eu tant que ça, mais quand même il y en avait eu quelques-uns. Et là aujourd'hui, il y a Déconnecté, donc qui est pas le film le plus attendu de la Terre, mais quand même qui a l'air bien, qui est un film de Chris Miller et Phil Lord. Oui, peut-être. Ouais. Oui. J'ai pas retenu les réalisateurs, mais c'était les mecs qui ont fait la grande aventure Lego. D'accord. Et qui a enfin, si vous avez pas vu la bande-annonce, allez la voir, ça a l'air d'être un film d'animation assez cool, assez chouette. Et puis c'est un film d'animation Sony, ouais. Donc l'école, enfin je peux pas dire l'école, mais une animation Sony qui a quand même fait Spider-Verse, hein, donc ils mettent des sous clairement dans leur projet de film d'animation. Sony a vendu les droits de Déconnecté à Netflix aujourd'hui, et il sera proposé... il n'a pas encore de date, mais voilà, ce sera officiellement un film Netflix dans quelques mois, quoi. Et il y en aura d'autres, c'est une évidence. Et honnêtement, on peut rester un petit peu braqué sur le fait que les films pour grand écran, ils doivent aller sur grand écran, etc. Mais au bout d'un moment, des enseignes comme Sony, qui ont des catalogues, où il faut faire vivre les catalogues, on les comprend un peu, quoi. Au bout d'un moment, ils se disent, bon, bah... voilà, ce film-là, tant pis, il faut bien lui trouver un destin, et tant qu'il n'y a aucun avenir, encore une fois, il n'y a aucun avenir sur les grands... Aucune perspective, là voilà, on parle de la France, mais aux États-Unis c'est dramatique. Alors aux États-Unis ils s'en tirent, entre guillemets, parce qu'ils ont certains cinémas qui sont pas dans les plus grandes métropoles qui sont ouverts, mais ils rassemblent tellement peu d'argent avec ces cinémas-là qui peuvent pas s'en satisfaire du tout. C'est ça, t'as envie de sortir ton film quand quand le parc de distribution est ouvert en intégralité, quoi. T'as pas envie de le sortir en fond du Wisconsin et de faire 300 entrées dans le week-end, quoi. C'est inenvisageable. Donc voilà, on a eu le cas, voilà, je parlais des films qui sont reportés, clairement il y a eu Mulan, il y a eu Soul, et Disney peut faire peur entre guillemets par rapport à ça, ou dans le sens où eux on semble avoir un petit peu épousé l'idée, quoi, et de se dire bon bah ok, bah puisque c'est comme ça, ils avaient déjà une stratégie avant même la pandémie d'avoir des films cinéma et des films Disney+. Bah peut-être que la liste des films Disney+, c'est en train de s'allonger sans qu'on le sache encore, quoi. Ouais. D'autant que Disney, pour le coup en Europe, a vraiment profité, pas comme des profiteurs, mais ça a vraiment sauté sur l'occasion du premier confinement pour sortir Disney+, et que maintenant ils ont deux modes de distribution, deux modes d'exploitation en parallèle, et si les cinémas sont fermés, ils peuvent se rabattre sur Disney+. À mon avis, économiquement parlant, ça doit faire sacrément mal, pour Disney en tout cas, mais bon, voilà, ils ont cette solution alternative, et encore... Imaginez-vous que là on est en train de parler des gros titres. Je vois Lucie qui dit ça pour Kaamelott, évidemment que c'est ça pour Kaamelott, c'est ça pour tous ces films là, mais on est que en train de parler des gros titres. Imaginez que derrière chaque gros titre il y a au moins une 50aine de petits films qui sont en train d'attendre leur sortie et dont vous avez jamais entendu parler. Mais moi qui continue à me rendre dans les projections de presse et à voir des films en avant-première à travers des liens, etc., j'ai vu des dizaines et des dizaines et des dizaines de trucs qui sont pas sortis, qui ont perdu leur date de sortie, qui attendent toujours une fenêtre pour sortir.
et c'est des plus petits projets, mais c'est pas parce que c'est des plus petits projets qui sont moins bons. J'ai vu comme ça un thriller avec Kevin Costner qui devait sortir au mois de janvier, qui est excellent. Et... On avait parlé des prévisions pour la réouverture des cinémas fin décembre, vous dire comme on avait lu le nez creux, mais on avait parlé notamment de Bac Nord, de Mandibule, donc voilà, un thriller et une comédie française qui était prévue pour fin décembre. Et encore là, on est dans des gros titres. Hein. Ouais. Encore parce qu'il y a des gros castings, effectivement, mais il y a énormément de petits projets qui se montent et dont on ne connaît pas leur avenir. Et d'ailleurs, ça permet de rebondir. Il y a eu quelque temps une grosse vidéo qui a été faite par Netflix pour dire cette année, chaque semaine, il y aura un nouveau film avec un trailer hyper concis d'une minute 30, 2 minutes. Ouais. Où on nous balance mais c'est même pas des bandes annonces, c'est même pas des teasers, c'est genre une image, un plan de film, voilà, vraiment le focus qui est mis sur toutes les stars qu'ils ont ramenées. Il y avait The Rock, franchement je sais même plus, ça se termine par le prochain Adam McKay, donc avec DiCaprio et Jennifer Lawrence, où de toute façon l'accent est mis sur regarder qui on va avoir comme star, comme acteur comme nous. En aucun moment le réalisateur lui passe au second plan, quand même il est très très connu. Mais c'était vraiment l'idée on vous balance une tonne de trucs et la quantité avant la qualité, même si la qualité peut y être, c'était vraiment l'idée on vous bombarde et genre incroyable, vous allez avoir un film par semaine nouveau. C'est-à-dire que ça paraît un truc de ouf aujourd'hui, alors que voilà, en temps normal, en France et ailleurs, il sort une douzaine de nouveaux films chaque semaine. Et, bien plus. En temps normal, sur grand écran, vous avez une vingtaine de films chaque semaine. Donc quand Netflix annonce un film par semaine, moi, j'ai envie de dire super, c'est cool. C'est cool de la part de Netflix de produire, de faire exister des œuvres, de les mettre en ligne, etc. C'est bien, vraiment, c'est bien. C'est bien qu'ils investissent dans le cinéma et tout ça, c'est chouette. Mais ils peuvent pas jouer la carte de la diversité, les gars. Ils peuvent pas nous dire, vous avez vu, c'est pléthore de... Non. Ce qui est vraiment le foisonnement culturel démocratique, c'est quand les salles de cinéma sont ouvertes et qu'on peut aller voir, on a un choix, 20 films par semaine. Qui va voir 20 films par semaine ? C'est impossible. Et même, c'est peut-être justement le risque, déjà qu'on avait tendance à penser que le cinéma pouvait se standardiser d'une certaine façon, où effectivement même les pas mal de films qui étaient faits avec une formule toute faite, on parle beaucoup de blockbusters, hein, mais ça prend quand même 90% de la visibilité. D'avoir ces films-là qui deviennent un petit peu exclusifs aux nouveautés, finalement, parce qu'un film Netflix, même si c'est pas le budget d'un blockbuster hollywoodien, il y a quand même un gros budget derrière, ça entérine, ça fait disparaître cette petite production indépendante et cette diversité que tu pouvais aller voir. Tu pouvais enchaîner un Fast and Furious et si t'avais envie, le film indépendant roumain qui était passé à Cannes, quoi. Tu pouvais, évidemment. Et là, du coup, ça invisibilise, ça fait disparaître. C'est même pas qu'ils sont invisibilisés, c'est qu'ils disparaissent et eux n'ont pas de voie de sortie, et même s'ils pouvaient, ils n'auraient aucun intérêt à se rabattre sur des plateformes, parce que là, ils disparaîtraient, mais complètement. C'est-à-dire qu'il y aurait même pas, ils seraient au fin fond d'un catalogue, là où quand même, si tu vas au ciné, tu peux voir une affiche, un truc, et dire « Ah, pourquoi pas ?» ou une bande-annonce ou quelque chose. Et il y a ça, et il faut aussi, je voudrais remettre un truc à sa place quand même, qui me paraît important, c'est que dans tous ces projets qui se sont tournés depuis la reprise des tournages et tout ça, alors même qu'on vit avec cette conscience de la crise sanitaire et cette hégémonie des plateformes, je peux vous jurer qu'il n'y a pas un artiste au monde en train de tourner un film. J'ai un ancien ami, un ancien camarade, un ancien collègue qui vient de terminer son premier film, son premier long métrage avec Eddie Mitchell, Alice Paul et tout ça. Je peux vous jurer qu'il n'a pas tourné un plan de ce truc-là en se disant... J'espère que je vais être sur une plateforme. Non, il a envie de sortir au cinéma, le mec. Il a envie de voir son film sur le grand écran. Il a envie de voir des files de gens qui attendent pour s'acheter un billet pour aller voir son film. Il n'y a pas un mec qui se dit « Ah, chouette, je vais pouvoir être sur Netflix, tu vois ?» Même si c'est cool d'être sur Netflix, il n'y a pas quelqu'un qui fait son film dans l'espoir d'être sur Netflix. Tout le monde espère être vu sur le grand écran. Et puis, je voudrais aussi faire pas faire la peau, mais relativiser une autre grande mythologie qu'on nous rabâche beaucoup dans les oreilles, c'est il y a certains pays européens plus courageux que nous qui ont gardé leur cinéma ouvert, tels que l'Espagne et tout. Ok, c'est vrai. Ils diffusent quoi exactement ? C'est pour passer quoi ? Qui regarde, il y a quoi à l'affiche ? Je veux dire, même nous, alors qu'on a une diversité de dingue,
quand on a ouvert entre les deux confinements, on avait tellement pas assez de films, alors qu'on a vraiment une diversité folle, qu'on était obligé de mettre aux Bretagnes, on mettait des Casablanca et Bambi et des films de patrimoine comme ça. Donc je veux bien que les cinémas espagnols soient ouverts, mais tant que les studios hollywoodiens ne sortent pas leurs films, et tant que les Espagnols continuent à avoir une production qui existe, mais qui est quand même très très faible par rapport à la nôtre, qu'est-ce qu'ils diffusent ? Qui va au cinéma ? Pour aller voir quoi ? Donc c'est voilà, tu y vas uniquement pour retrouver l'expérience ciné ou te dire tiens, j'ai jamais vu tel grand film de patrimoine, bon ben autant aller le voir au ciné. D'accord, mais pour une majorité de gens, ça suffit pas. Donc je suis curieux de voir les chiffres, mais effectivement ils sont ouverts, mais pour combien de personnes quoi. J'ai pas fait d'enquête, mais j'aimerais bien connaître la réalité des choses. Si on se rend en Espagne maintenant, est-ce que les cinémas ont pas tout simplement refermé d'eux-mêmes pour des raisons budgétaires, économiques oui, parce que finalement, est-ce que c'est... ils ont le droit de rester ouverts, certes, mais est-ce qu'ils le font ? Est-ce qu'il y a même un intérêt à le faire ? C'est compliqué. Je sais pas, après peut-être qu'ils tournent super bien, que c'est super, tant mieux pour eux, mais en tout cas, vous pouvez être sûr que même des petits films entre guillemets, mais des petits projets hollywoodiens tels que Sacrée Sorcière de Zemeckis, même ça, ils le gardent dans les cartons, alors que pourtant j'ai vu le film, il n'y a pas vraiment de raison de le garder dans les cartons, hein, mais même ça, ils le gardent pour plus tard, de peur de foutre un film en l'air. C'est vous dire s'il n'y a rien à diffuser en ce moment, quoi. Et on a parlé exclusivement du cinéma, c'est vrai que pour le coup, toi comme moi, on suit ça d'un petit peu plus loin, mais ça touche évidemment les séries, hein, voilà, il y a des saisons qui sont repoussées, là, une des dernières infos en date et qui m'est arrivée, c'est parce qu'effectivement je suis beaucoup la série, mais par exemple une série comme Peaky Blinders, bah, même si c'est effectivement la production était plus lâche entre guillemets que pour pas mal de séries où c'était un peu genre ok, quand vous êtes prêts les gars quoi, il n'y a pas vraiment de calendrier fixe, mais quand même c'est une série qui était prévue pour cette saison et qui devait raconter une histoire finie où l'auteur avait comme projet de faire s'arrêter ça juste avant, enfin en tout cas au premier bombardement sur Londres, donc il avait une idée précise de quand ça allait s'arrêter. Bah, il y a une saison qui a été sucrée, on aura 6 au lieu de 7, et puis une conclusion ou pas via un autre médium, donc effectivement, il y a même une des séries les plus bankable actuelles n'est pas du tout à l'abri de ça, quoi. Donc imaginez-vous, voilà, si votre petite série indé que vous regardez dans votre coin, chérissez bien la dernière saison parce que ça se trouve il n'y en aura pas d'autres, quoi. Et effectivement, bon, ça c'est des effets secondaires du premier confinement, du moment où tout était à l'arrêt, y compris la production, parce que la série, Dieu merci, n'a pas de problème de diffusion pour le moment, mais effectivement même la production de série a pris du plomb dans l'aile. On est purement sur des problématiques de tournage et de production, mais bon, tout prend du retard quand même, quoi. Ouais, et puis alors il y a un autre milieu, même si j'ai aucune aucune expertise là-dessus, mais il y a un autre milieu qui est très impacté aussi, c'est évidemment le milieu de la musique, avec les albums qui en général sont accompagnés de tournées. Et comme aujourd'hui, dans la musique, ce qui fait gagner des sous, c'est les concerts. Beaucoup de groupes qui sont réticents, encore une fois, à sortir leurs albums. Il y en a quelques-uns qui sortent, mais alors pour le coup, je suis allé faire un tour, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, sur les actualités musicales Deezer, spécifiquement dans le rock. Alors c'est très très mal fait, il faut faire 8 clics pour y arriver, mais en 3 scrolls, je suis arrivé à novembre 2019. Donc pour vous dire à quel point il est effectivement rien sorti, quoi, parce que personne n'a envie de ça, quoi. Parce que qui va faire une tournée 1 an et demi, 2 ans après la sortie de son album, ça n'a pas de sens. Tu surfes sur le buzz dessus, quoi. Après, niveau visionnage, les séries sont de plus en plus vues. Oui, non, mais ça, les plateformes et les séries cartonnent, ça fait aucun doute, t'as raison de souligner ça. Cet écosystème-là va bien, mais il a juste pris du retard et était dans des difficultés à cause du premier confinement. Et puis, je rappelle, je vais pas vous refaire tout le laïus de la chronologie des médias, parce qu'on a déjà consacré une émission à ça, mais je vous rappelle quand même que quand l'économie du cinéma, quand le fait que les salles soient fermées, qu'on peut pas prendre des billets, quand tout ça va mal, tout le reste de la chaîne alimentaire audiovisuelle va mal, c'est sûr. Tant qu'on n'a pas inventé un écosystème audiovisuel qui a pour vertu cardinale, pour valeur cardinale, les visionnages, etc., on fonctionnera mal, on fonctionnera avec un manque de budget. Si le cinéma va mal,
tout ce qu'on regarde va mal. Et puis surtout, tu parles de chronologie quand même, c'est vrai que on a voilà, des films qui se retrouvent sur les plateformes, sur des chaînes de télé plusieurs années, tu connais ça mieux que moi, mais plusieurs années après leur sortie en salle. Je reviens à James Bond, mais un film qui a annoncé genre je crois 2017, 2018, qui va se retrouver au cinéma en 2021 au mieux, qui va se retrouver genre sur TF1 en 2024, mais t'as l'impression que tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça quoi, c'est absurde. Ils vont dire diffusion inédite, exclusif, tu dis mais ça fait 10 ans que j'en entends parler de ce film, qu'est-ce qu'ils nous sont en train de me dire? Ouais, ça va être très bizarre. Voilà, voilà, on est dans l'inédit de toute façon, mais il va falloir réajuster. C'est vrai qu'on est sur des délais de chronologie qui sont plus raisonnables maintenant, enfin pour la période qu'on est en train de vivre en tout cas. Ils sont déjà un petit peu obsolètes avec l'arrivée des plateformes et tout, mais alors pour la période qu'on est en train de vivre, tout ça n'a plus aucun sens. Plus aucun sens. Et un des rares points positifs, hein, c'est que les chaînes de télé sont un petit peu adaptées, proposent de plus en plus de films, même si c'est un peu des incontournables, des choses que vous avez peut-être déjà vues, mais peut-être pas. Et c'est pour ça que j'avais mis ça ici. C'est parce que tous les jeudis soirs, il y a une programmation de dingue à la télé. Hein, donc si vous êtes là avec nous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors vous êtes en train de louper un truc énorme. C'est encore plus touchant. Donc c'est le seul que j'ai chez moi, donc j'ai mis le impitoyable de Clint Eastwood qui est ici. Qui est sur France 3. Qui passe sur France 3. On a, je pense que M6 se fait une petite tournée d'ailleurs dans ce monde, donc là ils en sont au 3ème. Qui est mon préféré. Complètement excellent. Oui, c'est mon préféré pour le coup. C'est un film. Et notamment sur Chérie 25, vous avez 6ème Sens, suivi de Les Confidential. J'ai vu qu'il y avait des petites comédies françaises avec Christian Clavier qui traînent aussi dans les bas-fonds de la TNT, mais ça a au moins un petit peu ce mérite-là, quoi. Si on a dégagé quelques émissions peut-être de divertissement ou de choses qu'on ne peut plus tourner, peut-être aussi, peut-être pas dans les mêmes conditions qu'avant. Et effectivement, là où le cinéma va diffuser un film, voilà. C'est un tout petit peu de baume au cœur, parce qu'on n'est pas en train de parler d'une diversité de dingue, hein. On est en train de parler de rediff de films avec Bruce Willis et Clint Eastwood, mais quand même un tout petit peu de baume au cœur, c'est qu'avec toute cette crise sanitaire et toute cette période très surprenante, on a découvert que le cinéma à la télévision avait toujours énormément de potentiel. Incroyable. Et qu'au fait, le mot qui s'entendait de plus en plus, à dire ouais, moi je regarde des séries, je regarde plus de films et tout, n'est pas si vrai que ça. Le cinéma en tant que film, les films, intéressent toujours autant le grand public. Surtout quand tu rediffuses quand même tout le temps plus ou moins les mêmes séries, avec des plannings de diffusion complètement anarchiques en plus. Au bout d'un moment, voilà, un film, tu sais à quoi t'en tenir, et pour le coup c'est là où il y avait des journées un petit peu spécifiques par chaîne. Il y a tous les soirs il y a des très bons films qui passent. Ouais, sauf le samedi. Toujours. Toujours la pire journée. J'en profite pour dire que oui, j'en vais bien. J'en profite pour dire que quand même une grande nouveauté qui s'est passée pendant cette crise sanitaire, enfin qui est très récente en tout cas, c'est la fin des jours interdits à la télévision. C'est que vous savez, vous en êtes sans doute rendu compte jusqu'à maintenant que les chaînes de télévision n'avaient pas le droit de passer des films à heure de grande écoute sur certains jours, de mémoire le mercredi, le vendredi et le samedi, pour favoriser les salles de cinéma. D'accord, ok, je savais pas. Et depuis cette année, c'est fini. Voilà. Donc on a le droit de programmer à heure de grande écoute des films quand on veut. C'est vrai que le vendredi soir, maintenant que j'y pense, quand j'étais gosse, c'était toujours une soirée d'une tristesse. À la télé. Ah ouais. C'était pour inciter les gens à sortir dehors et aller dans les salles. Je considérais quasiment que les films, j'ai regardé Thalassa pendant longtemps. Jean-Pierre Pernaut, Bon Vent. Bah oui. Mais bon c'est vrai que ça lui va très bien. Oui. C'était son gimmick à chaque fin d'émission. Oui. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y avait pas de film, quoi. Il y avait toujours il y avait PJ sur France 2 et puis je sais pas quoi sur TF1, enfin bref. Mais effectivement, d'accord, je ne savais pas, très bien. C'était des jours interdits. Comme quoi, voilà, ça fait au moins sauter quelques barrières. Voilà. Bah, on fait pas sauter des barrières pour s'amuser, on s'adapte simplement à une époque en mutation et c'est normal, bien sûr. Bon, écoutez, on a fait 40 minutes sur ce sujet qui est quand même hyper crypté parce qu'en fait, on fait le bilan du fait de n'avoir aucune information. Ouais, on ne sait rien, on vous dit tout. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on fait simplement des pronostics sur les effets secondaires de tout ça. Mais la réalité, c'est que on est très très triste, mais on ne sait absolument pas quand est-ce qu'on va retrouver nos salles de cinéma. Voilà. Ouais, non. On va
passons un petit peu au sujet d'actualité. Bah, c'est pas une actualité. Est-ce qu'on se ferait pas celui-là un peu plus tard, parce que là on est vraiment dans le ou alors on reste dans le truc déprimant et on le. Ouais, parce qu'il y a eu une transition avec le cinéma qui est un petit peu évidente quand même. Bon, pendant que nos salles étaient fermées, on a perdu un de nos acteurs français préférés. D'ailleurs, on a du mal à croire qu'il est mort. C'est fou, hein. Franchement. Donc, alors que pourtant, je veux dire, c'est vrai que les signes étaient là ces dernières années. C'était plus trop ça, quoi. Bien sûr, mais bon, voilà, notre bon vieux Jean-Pierre Bacri qu'on croyait complètement immortel. Cet archétype du cinéma, ce mec qui a créé un personnage si fort. Personnage tellement français aussi. Mais ouais, tellement génial. Espèce de bougon de gauche. et bah voilà, il est parti. Il nous a filé l'intégralité de son œuvre maintenant, qu'on est déjà en train de revisionner, toi comme moi. Hein, effectivement, voilà, on parlait effectivement des. Ça se fait beaucoup pour les disparitions d'acteurs, mais encore plus ceux-là. Parce que je l'ai dit en tweet, c'est-à-dire que c'est effectivement pas un acteur pop dans le sens où on l'attend dans le côté effectivement populaire, un peu flamboyant, avec effectivement des c'est pas un mec qui a une fanbase. Non, oui et non en fait, c'est-à-dire qu'elle est pas identifiable en tant que telle, c'est-à-dire qu'il y a pas des j'adorerais voir une réunion de la fanbase de Jean-Pierre Bacri. Il y a pas des backzoos quoi qui sont là genre voilà, mais c'est un acteur profondément populaire dans le sens où il est arrivé chez les Français, il a toujours campé des rôles de plus ou moins, je vais pas dire de français moyen, mais il y avait vraiment cette proximité avec le public, dans le sens où c'était aussi lui qui écrivait la plupart, en tout cas la plupart de ses rôles les plus connus, il les a lui-même écrits avec Agnès Jaoui, sa compagne à la ville pendant pas mal d'années. Et c'était ça en fait qui l'a fait rentrer dans le cœur des Français. Moi c'est via mes parents principalement que j'ai connu Bacri, et parce que c'était comme tu l'as dit, une espèce de bougon gauche râleur quoi, donc effectivement ici on s'y retrouvait, c'est la génération de mes parents, il avait 69 ans donc c'est complètement la génération de mes parents, s'y sont retrouvés complètement, et il a eu sa marionnette au Guignol pendant hyper longtemps, donc moi c'est dire à quel point il a créé un archétype de personnage. C'est ça, donc moi qui ai grandi avec les Guignols aussi, j'imitais Bacri quand j'étais petit quoi, c'était tout le monde rigolait, parce que quand un gamin imite des trucs tu rigoles, même si c'était pas très bien fait, mais on a grandi avec lui, je sais pas, parce que je m'en suis bizarrement un peu éloigné, je suis moins fan de ses derniers films, que je suis pas forcément allé voir d'ailleurs, mais Place Publique, tout ça. Ouais. Place Publique, c'était pas totalement à côté de la plaque, c'était pas totalement raté, il y avait même quelques trucs pas mal du tout. Moi c'est plutôt Au bout du compte, qui était l'avant-dernier film que j'avais vraiment trouvé très réussi, vraiment digne des plus grands. Et puis alors combien de Césars, Jean-Pierre Bacri? 5 Césars. Ouais. Un pour alors je les ai notés, en tout cas en tant qu'acteur. Un en tant qu'acteur, c'était pour de meilleur second rôle pour On connaît la chanson. Tout à fait. Et 4 avec Agnès Jaoui. Du meilleur scénario avec Agnès Jaoui pour, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Un air de famille, On connaît la chanson, Le goût des autres et Smoking No Smoking. C'est une très bonne question. C'est soit Smoking No Smoking, soit Cuisine et Dépendance, mais voilà, ils ont écrit ouais. 9 films ensemble avec Agnès Jaoui, et ils ont fait aussi du théâtre, par exemple Cuisine et Dépendance et Un air de famille, c'est des pièces de théâtre avant d'être des films, et ça se voit évidemment beaucoup, c'est-à-dire les films sont des adaptations très très littérales de ça, mais et Un air de famille est repassé mardi soir. Et hier soir sur France 2 vous aviez Le goût des autres suivi de On connaît la chanson, et samedi sur TF1 vous avez Le sens de la fête, qui est pour le coup pas un film... c'est un Toledano Nakash, mais très savoureux aussi, oui, il est très très bien dans le premier rôle. Mais il y avait vraiment ce côté où tous les deux ils arrivaient à un petit peu éclipser non seulement les autres, mais aussi presque le réalisateur, c'est-à-dire qu'un air de famille... On oublie que c'est Cédric Clapiche qui l'a fait, par exemple. Et On connaît la chanson, c'est Alain Resnais, alors que tout ça sont des films vraiment estampillés Jaoui Bacri. C'est qui sont des réalisateurs français en activité depuis très longtemps et immensément connus et reconnus, mais ils avaient ce don un petit peu justement d'éclipser ça, et la personnalité de Bacri éclipsait ça, quoi. Quand j'ai mis dans mes notes on allait voir un Bacri, oui il y avait un peu de ça, parce que tu savais que... On allait voir un Bacri Jaoui, voilà. Il allait les deux, mais je sais pas, peut-être encore plus lui, parce que elle arrivait à être plus... avoir des personnages un peu plus différents, lui on retrouvait quand même toujours ce côté râleur, quoi. Et j'avais vu une anecdote assez marrante qui était ressortie dans un article
du Monde il y a un petit peu de temps, c'était que il disait en gros, de base c'était pas un acteur né, c'est-à-dire qu'il avait bossé, je crois, dans une banque, donc bien habillé, etc., à l'accueil d'une banque, et il devait sourire un petit peu tout le temps, et à un moment donné, ça l'a saoulé. Il a dit, il y a des fois où je suis pas content, j'ai pas envie de sourire, si je n'ai pas envie de sourire, je ne le fais pas. Et donc, en gros, il y avait le côté, si quand je souris, c'est de bon cœur, c'est-à-dire mon sourire, je vous le donne, genre il veut dire quelque chose, quoi, je veux plus me forcer et être qui je ne suis pas à ce moment-là, quoi. Donc effectivement, il gardait toujours cet air un petit peu renfrogné, et on disait tout le temps qu'il faisait la gueule, non, il était juste lui-même, et puis les fois où il était vraiment content, il le montrait, il n'y avait pas de mystère là-dessus, quoi. Je désamorce un truc parce qu'on avait dit que c'était un acteur qui était pas pop. Il y a quand même une apparition dans La Cité de la Peur qu'on kiffe tous. Ah oui. Ah oui, l'apparition de Jean-Pierre Bacri dans La Cité de la Peur, elle est complètement mythique. Un des meilleurs projectionnistes du film. Moi j'aime aussi énormément Jackie Cario au début du film. Combien il y a lui, Jackie Cario, Eddie Mitchell et le quatrième, j'oublie tout le temps, je crois. Oui, je sais plus qui c'est. C'est le deuxième qui se fait tuer, je sais plus qui c'est. Mais effectivement, c'était un comédien connu qui était déjà âgé d'ailleurs à l'époque. Il faudra que je retrouve qui c'est. Je ne sais plus. Mais effectivement, il y a ce passage-là. Ouais. Et alors, est-ce que tu as un... ça c'est le sens de la fête, hein, donc. Ouais, tout à fait. Pour lequel j'ai un peu plus de réserve que la majorité des gens, mais quand même, il est là-dedans. Alors, c'est chouette. Dans un rôle de patron. De patron pour le coup, donc moins le français moyen et plus l'entrepreneur, quoi, un peu un côté macroniste là-dedans, quoi. Et moi c'est un des films de mon enfance quand même. Bien sûr. Voilà. Et c'est marrant parce que ça permet de récapituler entre La Cité de la Peur, ce film-là, Didier, et Le Goût des Autres. Il y a une filiation entre Alain Chabat, enfin une amitié proche entre Alain Chabat et Jean-Pierre Bacri. Ils se servent les uns des autres, ils s'utilisent, ils se renvoient la balle hyper bien, c'est le cas de le dire avec Didier. Bien joué. C'était vraiment on ne sent pas le cul. César du meilleur premier film, hein, Didier, d'ailleurs pour Alain Chabat. Et c'était il avait énormément d'autodérision aussi, c'est pour ça qu'il était capable de faire ce genre de film, quoi. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, on n'imagine pas quelqu'un d'autre le faire, parce qu'il arrivait à garder lui complètement ce sérieux et à trouver ça presque normal que son chien se transforme en humain complètement abruti, quoi, et vraiment qu'il avait un flegme implacable, quoi, et il arrivait à mener ça, quoi, jusqu'au Parc des Princes où il le coach. Enfin, c'est une débilité sans nom, mais lui il arrivait à rester plus ou moins le même et à en rire, en fait, quoi. C'est marrant parce que voilà un mec qui était vraiment profondément un gars de l'intelligentsia, de la bourgeoisie parisienne, mais qui était aussi extrêmement populaire, extrêmement populaire. Donc voilà, comme quoi il a réussi à faire tomber cette barrière, ce clivage de les bourgeois contre le peuple et tout ça. Je sais pas si on arriverait à trouver d'équivalent aujourd'hui. Non, on en trouve plutôt souvent chez des mecs de droite, tu vois, des Jean-Yann, des mecs comme ça, tu vois, ou des Louis de Funès, mais on trouve pas... faussement populaire, quoi, Louis de Funès, parce que c'était pas... Dans sa façon d'être, je veux dire, par rapport à ses films, oui, mais qui incarnait plutôt le contraire de Bacri, c'est-à-dire pas du tout le mec du côté du peuple, mais plutôt le mec près du patronat, un petit peu le bourgeois, un peu raciste et tout ça, alors que Bacri c'est plutôt le beauf contraire, quoi, c'est-à-dire le mec qui est la majorité est pour ça, mais la majorité c'est que des cons, ils sont pour la peine de mort aussi et tout ça, machin, enfin ça c'est dans Cuisine et Dépendance que j'ai vu hier, mais typique, cette espèce de populisme de gauche, toujours à contre-courant, jamais content de ce qui se passe et tout ça. Voilà, il va beaucoup nous manquer. Toi, tu as peut-être un Bacri préféré Au final, j'en ai vraiment pas assez vu. J'aurais beaucoup aimé voir On connaît la chanson, mais je pense que Didier, il y a un côté, c'est nul parce que c'est franchement pas ce qui est le plus représentatif de sa carrière, c'est parce que lui faire injure que de dire ça, il y a un côté plus nostalgique et un air de famille, même si je viens juste de le voir, c'est juste toutes ces répliques là que je connaissais via mes parents, etc. Il y a les voir lui et genre dire c'est lui, c'est-à-dire c'est ce gilet moche, c'est ce côté genre oui non mais
les hommes, les femmes, chacun reste à sa place, et puis qu'est-ce que c'est avoir de la considération, personne ne sait, et c'est son personnage est synthétisé là-dedans, je pense. Tennis, en short, en short. Ça te pose pas de problème, toi. Voilà, c'est cette France gentiment réac, alors que lui-même ne l'était pas du tout, mais il arrivait quand même à en rire, et sans condescendance en fait, c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que ce film-là, à la fin, chacun y gagne quelque chose en fait. C'est un film qui, derrière l'engueulade et derrière toute la décharge de violence verbale, est en réalité un film extrêmement bienveillant. Oui, c'est un film extrêmement doux. Je pense que c'est le mot, et c'est ce qui caractérise les personnages de Jaoui Bakri de manière générale. C'est la bienveillance en fait. À aucun moment ils détestent ils ont jamais d'animosité envers les personnages qu'ils écrivent. Mais ça finit jamais sur une note grinçante et misanthrope. C'est très étrange. C'est toujours assez optimiste derrière toute la râlerie et derrière toute l'engueulade. Ben, moi je vais être un peu de ton côté, sauf que moi mon Bakri préféré est un film dans lequel il a très très peu de scènes. C'est un film de 1984, c'est Subway de Luc Besson. J'ai pas l'image malheureusement. C'est mon film de Luc Besson préféré, Subway. C'est un film que je trouvais à la fois extrêmement... Son premier film ? C'est son deuxième film, après Le Dernier Combat. C'est un film que je trouve à la fois extrêmement tendre et moderne et futuriste, un peu. En gros, le peuple des sans-abri, mais pas des clodos dégueux. Le peuple des sans-abri un peu un peu dandy bizarre, qui vivent dans les couloirs du métro, qui vivent sous le métro tout le temps. J'ai en tête cette scène où ils se mettent à jouer de la musique, là, c'est Jean Reno qui joue de la basse. Là, non, il joue de la batterie, Jean Reno. Dans l'espèce de vestiaire, on sait pas trop où ils sont. Ah ben ils sont dans la station, dans le grand complexe de la station Charles de Gaulle Étoile. Et effectivement, il y a une scène de fin, ils sont sur la ligne 6 au fait, ou sur la ligne 2. Puisque c'est deux lignes qui font un peu le même trajet, ils sont entre Nation et Charles de Gaulle Étoile. C'est pas compliqué, ils vivent sur cette ligne-là. Et c'est deux énormes stations parisiennes, et effectivement à la fin ils font un concert, alors pour moi c'est à Charles de Gaulle Étoile qu'ils font un concert à la fin. Et Jean-Pierre Bacry joue un des sidekicks de Michel Galabru, qui est le responsable police de la station, donc il gère un peu toutes les affaires de la station, et Galabru, il a deux sidekicks comme ça, qui sont Jean-Pierre Bacry et je sais plus qui est l'autre, je sais plus quel est l'acteur, et Jean-Pierre Bacry s'appelle Batman et l'autre s'appelle Robin, c'est complètement con, mais ça leur va vachement bien, du coup c'est pour ça que quand Bacry est mort, moi j'avais posté sur les réseaux sociaux, c'était mon Batman préféré, Oui. il y a une scène que j'adore où... il essaye de prendre une déposition de Isabelle Adjani qui se fout complètement de sa gueule en lui disant vous connaissez Saint-Raphaël? Il fait ouais, je vois où c'est. Et elle lui dit vous connaissez Quimper? Il dit ouais, je vois aussi où c'est. Et elle dit bah j'ai perdu mon passeport sur le trajet entre les deux. Il fait ah merde. Et puis il commence à prendre la déposition et tout, comme un espèce de bonnet. Donc voilà, bref, toute cette très longue et très prestigieuse carrière, je le croisais rue de l'Odéon aussi fréquemment, Jean-Pierre Bacry, tout ça va beaucoup nous manquer. Inévitablement. Clairement. Et en plus, c'est pas forcément malheureusement les films les plus... vous pouvez évidemment vous les offrir, on parle de plateforme tout le temps, mais allez-y, peut-être que l'occasion, il y aura... Malheureusement, heureusement, on ne sait pas, mais peut-être un coffret qui va sortir, on ne sait pas, mais pourquoi pas. Peut-être que ça existe déjà, les coffrets Bakri Jaoui, d'ailleurs. Ça serait cool, hein, un truc avec les 9 films. Ouais. Mais effectivement, c'est pas forcément les films les plus disponibles, en tout cas gratuitement, mais bon. Voilà, il y a des solutions payantes, bien sûr, toujours à votre disposition. Sans transition, on va passer vers une meilleure nouvelle Sans transition, exactement. Cinématographique. C'est nos amis, nos amis, oui, je ne les connais pas, oui. Mais c'est nos amis, on les aime bien parce qu'ils font un truc sympa de chez Universal. Tout à fait. Qui ont mis en ligne hier, c'est ça? Alors c'est un peu plus tôt, j'ai appris ça hier. Et je crois que ça fait déjà un petit peu... Je crois que ça a duré toute la semaine, ou peut-être depuis le week-end dernier, quelque chose comme ça. Mais... Et c'est jusqu'à dimanche? C'est jusqu'à dimanche, donc allez-y, vite. Ouais, ils ont mis en ligne l'intégralité, enfin pas vraiment l'intégralité, mais dans leur intégralité, un certain nombre de films issus des Universal Monsters que vous avez sous les yeux là. Donc les Universal Monsters, je suis venu avec mon propre coffret des Universal Monsters parce que je les adore. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Qui renvoie vers la playlist où il y a ces films en question. Pour vous parler de ce que sont les Universal Monsters, c'est exactement un multiverse, c'est la même chose qu'un multiverse
que le MCU, que le DC Universe et tout ça. Sauf que c'est un multiverse qui existait déjà dans les années 30, où à l'époque Universal était un studio spécialisé dans les films d'horreur. Et ils avaient un petit multiverse de monstres. Donc il y en a 8, on les a sous les yeux. Nous avons Dracula en bas à gauche, tout en bas au milieu nous avons Frankenstein, en bas à droite nous avons le loup-garou, et en haut de droite à gauche nous avons l'homme invisible, nous avons le fantôme de l'opéra bien sûr, la momie, la fiancée de Frankenstein, et enfin l'étrange créature du lac noir. Tout ça est disponible sur YouTube. Alors tout ça, oui et non. Voilà. C'est là où le choix est un petit peu bizarre de Universal, mais... à mon avis, pour des raisons de droit que je ne m'explique pas encore très bien, les deux plus récents, peut-être qu'ils sont pas encore tombés dans le domaine public, tout simplement. Les deux plus récents, c'est-à-dire le fantôme de l'opéra et l'étrange créature du lac noir, ne sont pas encore disponibles. Et pour compenser, ils ont foutu un Frankenstein humoristique avec Abbott et Costello. Voilà, c'est ça, je les ai sous les yeux. Donc il y a par ordre de sortie Dracula, Frankenstein, la momie, l'homme invisible. Donc les noms sont pas très compliqués. La fiancée de Frankenstein, effectivement, le loup-garou et tu l'as dit, Abbott et Costello. Meet Frankenstein, donc effectivement. Que j'ai jamais vu moi, donc je vais pouvoir le regarder comme ça. Il manque le fantôme de l'opéra et tu l'as dit, la créature du lac noir, qui. Je pense que les originaux sont peut-être parmi les moins connus chez nous, ces deux-là, donc c'est peut-être un peu dommage, mais voilà, vous en avez 8, gratos, ça dure entre. C'est des films de l'époque, donc ça 7, dure entre. 7. Il y en a 7. 7, pardon, je sais pas pourquoi, voilà. Entre 1h10 et 1h20. Voilà, je voulais insister là-dessus, ce sont des films extrêmement courts et plaisants à regarder, c'est-à-dire que Frankenstein de tête il fait 1h10, effectivement, et c'est vraiment de la très très grosse mythologie du cinéma, j'insiste là-dessus, parce que déjà c'est des acteurs absolument légendaires qui sont dans les premiers rôles. Vous avez Bela Lugosi en Frankenstein qui est vraiment le rôle de sa carrière. En Dracula, pardon, et qui est vraiment le rôle de sa carrière. Évidemment, c'est Boris Karloff qui fait Frankenstein. D'ailleurs, je vais y arriver. Regardez, si jamais vous voulez vous lancer dans Dracula, regardez Ed Wood de Tim Burton, après, qui revient sur la fin tragique de Bela Lugosi. Et que vous avez effectivement Bela Lugosi qui rejoue. Lon Chaney Jr. Qui joue le loup-garou, vous avez Claude Rains dans le rôle de l'homme invisible. Enfin, tout ça c'est vraiment cultissime, et c'est d'autant plus culte que ça a été mis en scène par des mecs qui sont pas du tout des tâcherons, qui sont vraiment les premiers très grands faiseurs, mais plus que des faiseurs, c'était vraiment des réalisateurs très réfléchis du cinéma d'horreur. Donc c'est Todd Browning pour Dracula, ça va être James Whale pour Frankenstein et pour l'homme invisible. Enfin bon, bref, c'est vraiment toute la maestria du début du cinéma d'horreur, et je vous recommande vraiment de voir ça. Pas seulement pour la pop culture, mais pour la culture tout court, c'est formidable. Et ça a inspiré énormément de réalisateurs des années 60-70. J'ai regardé Piranha, l'origine de Joe Dante plus tard que ce week-end, et dès le début du film, il y a une référence où c'est une copie carbone des Dents de la Mer. Donc au début, il y a un couple qui se retrouve dans un genre de bassin, et puis il sent des trucs qui lui picorent la jambe, et puis il y a sa nana qui lui fait: mais qu'est-ce que tu m'as pris, tu as cru que c'était moi, tu m'as pris pour la créature du lac noir. Voilà. Et effectivement, il a dit ça en anglais, et en français, je sais plus comment il traduit exactement, parce que c'est pas aussi connu chez nous que ça l'est là-bas, mais ça fait vraiment partie de l'imagerie de la mythologie, bien sûr. Alors il y avait quelque chose d'autant plus satisfaisant cette année, c'est que vous savez sûrement ça si vous suivez un petit peu les actualités de pop culture, mais ce Monsterverse, c'était tellement une bonne idée et une riche idée. Je rigole pas en disant que c'était un verse, c'est-à-dire qu'après ils ont fait des suites pour chaque monstre et des films croisés avec Dracula et Frankenstein, etc. Un peu à la Godzilla contre Mothra, ou à la Avengers, Captain America contre Iron Man, etc. machin. Donc c'était vraiment le même principe, et c'était tellement une cash machine que depuis Universal a essayé de rebooter ce multiverse plein de fois. Si vous vous souvenez de La Momie avec Brendan Fraser, c'était déjà ça. Si vous vous souvenez de The Wolfman avec Benicio del Toro et Anthony Hopkins, c'était toujours ça. Si vous vous souvenez de La Momie avec Tom Cruise, c'était encore ça, évidemment. Et ils y sont parvenus enfin cette année, ils sont parvenus à un résultat satisfaisant.
Oui, déjà l'an dernier, oui, tu as raison. Ça fait bientôt un an. C'est fou, hein. Avec Invisible Man, donc un reboot de L'Homme Invisible, une réinterprétation très 2019. Je vous mets le lien. 2020, je vous mets le lien encore une fois dans le chat. Oui, c'était la critique que j'avais écrite pour raconter tout ça. Exactement, c'est toute ton intro, c'est l'intro de l'article qu'on est en train de faire, hein, mais complètement, c'est... Et ils avaient fini par retrouver la formule d'origine en faisant finalement ce qu'ils faisaient dans les années 30, c'est-à-dire prendre des faiseurs, pas des mecs qui prennent des millions et des millions, mais des mecs qui savent gérer un film sur une petite économie, avec des stars plus modestes, mais en faire quelque chose d'insolemment intelligent. Et donc je suis très très content de voir ces monstres, les anciens sur internet et les nouveaux revenir au cinéma. Exactement. C'est grande nouvelle. Donc les deux sont très très réussis. Et il y a ce coffret en physique, Blu-ray en forme de petit cercueil. Magnifique. Qui est magnifique. Dans lequel vous avez évidemment le Blu-ray de l'étrange créature du lac noir dans son format d'origine en 3D. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils avaient filmé le film en 3D et vous avez le Blu-ray 3D. Si vous avez de quoi le lire, il se trouve que moi, oui, j'ai de quoi le lire, mais... Nouveau Avatar, tout ça, mais... mais ça existait déjà depuis les premiers temps du cinéma. 80 ans de retard. Le cinéma 3D n'est pas apparu avec Avatar en 2009. Il est apparu dès les premiers films, et même Hitchcock avait réalisé des films en 3D, donc voilà. Très bien, donc allez jeter un œil, hein, vous avez le lien... dans le chat, et puis... Dernière actualité du jour, pardon, parce que c'est ça, il n'y a plus qu'une actu. Tout à fait. Il nous reste une actu, on a fait une espèce de panaché, n'est-ce pas ? On a tenu à en parler parce que c'était quand même un événement un petit peu Disney+. Hein, c'est ça, on l'a pas casé... Il me mord comme un cobra. Ouais, il est un peu tatillon de temps en temps. C'était effectivement l'actu de la semaine dernière, en fait, on n'en a pas parlé la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que ça sortait le 15. Ouais. C'est ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire WandaVision, la toute première série Marvel qui est disponible sur Disney+, donc depuis vendredi, un rythme a priori de 2 épisodes par semaine. C'est une vraie question que j'ai parce que je suis un peu... je suis pas un noob en MCU, mais j'ai du mal à suivre le fil. C'est la toute première série Marvel parce que pour moi il y avait déjà Agent Carter, il y avait Jessica Jones, il y avait Daredevil, il y avait ces trucs-là, Punisher et tout. Je crois que je sais pas si c'est moi qui ne sais pas parce que je me suis jamais trop intéressé, ou si eux-mêmes n'ont pas trop bien su quoi en faire, mais effectivement il y avait ces espèces de séries Netflix pendant un temps, hein, donc voilà, comme tu l'as dit, Jessica Jones, il y a eu Arrow, il y a eu... Arrow c'est l'autre, c'est le DCU. Ah merde, mais il y a eu Daredevil, il y a eu... Luke Cage, c'est ça ? Ouais, oui, voilà. Luke Cage. Daredevil, tu l'as dit, et effectivement Agents of S.H.I.E.L.D., je ne sais plus s'il y a eu un moment une tentative de réunification. Il y avait Agents of S.H.I.E.L.D. et c'est pas la même chose que Agent Carter. C'est deux séries différentes. Je ne sais pas ce que c'est Agent Carter. Donc là c'est vraiment la série pour le coup. Ça j'en suis sûr, qui s'intègre dans le MCU, qu'on connaît au cinéma, où on retrouve les mêmes acteurs pour jouer les mêmes rôles. Si vous avez mieux suivi le fil que nous, n'hésitez pas à nous instruire dans les commentaires, hein, parce que on patauge nous. Mais effectivement ça prend la suite de Endgame, hein, puisqu'on n'a toujours pas eu la suite. Hein. Après Far From Home techniquement se passe après, mais il n'est pas... il n'y a pas eu pour l'instant encore de nouveautés, donc on est dans une espèce de, pour le coup, réalité alternative, on ne sait pas encore trop. Il y a 2 épisodes de dispo, hein, donc il y a déjà des petits débuts de réponses disséminés à la fin des épisodes, mais on ne sait pas ce que Wanda, donc la Scarlet Witch et Vision, qui sont en couple depuis quelques films maintenant, hein, mais qui font partie des personnages qu'on nous vend comme les plus puissants du MCU, et là encore je suis perdu parce que je suis pas allé voir, mais ils sont morts puis ressuscités à la fin de Endgame, je me souviens. C'est pas très clair. Honnêtement, Jarvis, donc Vision, pour moi c'est vrai que c'était Jarvis, mais oui. Pour moi il mourait à la fin de Infinity War puisqu'on lui arrachait sa pierre de l'infini, et Scarlet Witch aussi et Scarlet Witch aussi, je me souvenais plus quel était son destin. Je me souvenais simplement qu'ils avaient une sorte de relation ensemble effectivement, et que donc on nous les réinvente. Est-ce que tu peux nous pitcher
WandaVision. Oui, alors on va tout de suite le dire, on aime bien ce qu'on a vu pour l'instant, et ce qui fait la grosse originalité de ça, c'est le parti pris qui est génial. Bravo Lucie, mort puis revenu à la fin de Endgame. Ok, merci, parce qu'effectivement t'as raison. Il voyage dans le temps et tout ça, donc ça. ils arrivent à les faire revivre. La pierre sur son front, ça avait servi comme Infinity Stone, exactement. Le pitch, c'est très simple, c'est un pastiche d'une sitcom des années 50 avec des partis pris qui sont très très forts, c'est-à-dire qu'ils ont poussé le parallèle jusqu'au bout, c'est-à-dire que c'est en noir et blanc, en 4 tiers et au format sitcom, c'est-à-dire que vraiment c'est même pas 3 décors, 2 décors, allez, si peut-être 3, il y a le bureau au moment, au départ, et voilà, c'est le couple, ils arrivent dans leur maison, et puis il y a les petites blagues, les rires enregistrés, le ton un peu surjoué, etc. La misogynie complète de l'époque. Ah ouais, c'est ça, c'est-à-dire madame va rester à la maison à faire la cuisine, et monsieur va faire un taf, on sait pas trop ce qu'il fait. Il fait de la compta, ouais. Et effectivement, ils se retrouvent là tous les deux, mais tout de suite, il y a très vite quelque chose qui cloche, c'est-à-dire que eux-mêmes, la série commence sur « Ah, on a un truc ce soir, mais qu'est-ce que c'est ? Ah, ça va être... Oh, nos anniversaires et tout » et c'est basé... On a l'impression qu'ils n'ont pas plus d'infos que nous, ouais, en fait, sur qu'est-ce qu'ils foutent là. Quoi. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que vous n'avez rien raté quand vous commencez cette série, puisque eux-mêmes se retrouvent sans trop le savoir et sans trop le comprendre, propulsés dans un tout nouvel environnement. Donc il n'y a rien à rattraper avant, il faut vraiment essayer de se plonger là-dedans et se dire qu'on ne sait rien. Et c'est vrai que tout de suite c'est basé sur des séries de quiproquos, vous en doutez bien, avec des dialogues un peu à tiroir, avec des doubles sens, etc. Et le parti pris qui est assez chouette, on l'a dit au niveau de la réalisation sitcom, sauf à des moments où effectivement l'intrigue s'emballe un peu, où il y a des éléments un peu extérieurs et un peu dissonants qui arrivent, c'est-à-dire des réactions que des personnages sont pas censés avoir, ou des événements impromptus, là où la réalisation bascule vers quelque chose de plus cinématographique, avec des plans un peu plus resserrés, des travelling, voilà, et effectivement on se rend compte que voilà, la réalisation colle à ce qui se passe à l'écran, et c'était le cas notamment dans le premier épisode, mais un peu plus, enfin le deuxième va encore un petit peu plus loin, et déjà dès la fin du deuxième on sent qu'il va y avoir un basculement qui va se faire, donc je sais pas s'ils vont faire comme ça une espèce d'histoire de la sitcom, et qui partent un peu dans les années 40. J'y pensais aussi, ouais. Et qui vont remonter. En plus c'est très drôle parce que très vite un des premiers personnages qu'on rencontre, c'est, j'ai oublié le nom de l'actrice, mais c'est la maman dans That 70's Show. Donc vraiment, trop content de la retrouver. Ouais, pareil, il joue à fond le côté on fait de la sitcom, ouais. Et on assume, et c'est ça qui est génial pour le coup, c'est vraiment ils font une série, d'accord, mais ils essayent pas juste de refaire ce qu'on a peut-être déjà vu sur Netflix, un film du MCU mais en moins bien. Il y a un vrai parti pris, il y a quelque chose de vraiment différent, là où j'ai beaucoup plus de réserves sur ce que va être par exemple Falcon and the Winter Soldier, ou Hawkeye, où j'ai beaucoup plus de doutes sur ils vont réinventer les personnages, voilà, sur l'intérêt que ça peut avoir, alors que là vraiment on est sur quelque chose qui est il y a quelque chose complètement différent, quoi. Et quelque chose de barré, de fou, de génial dans la proposition. Et je pensais pas que Marvel allait pouvoir essayer de proposer quelque chose de nouveau à ce point-là, quoi. Parce que c'est vraiment, si t'es habitué au boom boom et ça pète dans tous les sens, tu te retrouves face à ça. C'est complètement, ça tranche complètement avec tout le reste. Ah ouais. C'est très très étrange. Et t'en as très très bien parlé sur ces histoires de mise en scène, mais c'est vraiment ce que le format propose de plus merveilleux, je trouve, c'est-à-dire cet exercice de style de retrouver la mise en scène des sitcoms des années 50-60 américains, c'est-à-dire que le template absolu c'est Ma sorcière bien aimée, c'est exactement quoi, ça, vraiment avec le générique qui est pareil en cartoon et tout, elle qui essaye de jouer la meuf qui a des pouvoirs extraordinaires et qui le dissimule à ses voisins, donc elle fait voler des assiettes, mais dès qu'il y a quelqu'un qui passe dans le champ, elle fait oh non, rien du tout et tout ça machin. Donc c'est un couple extraordinaire qui a l'air et qui essaye de passer pour ordinaire aux yeux du monde, et il y a ces moments extrêmement troublants où la mise en scène switch entre cette mise en scène très vieillotte, très typée années 60, et une mise en scène beaucoup plus récente de séries d'aujourd'hui, avec un espace beaucoup plus exploré, des mouvements de caméra, des zooms, donc on le ressent tout de suite, hein. Tout de suite on se dit oh là là, il y a quelque chose qui a switché, et ça vient aussi avec l'intrusion de plus en plus de la couleur, où il y avait qu'une petite touche de couleur dans le premier épisode, puis la touche de couleur devient plus grande dans le deuxième épisode, on comprend que petit à petit ça va nous raconter comment la couleur va manger l'écran
au fil des épisodes. Et en plus de ça, il y a ces petits interludes qui interviennent au moment où on devrait avoir de la pub, donc si c'était une série classique à la télévision, avec des fausses pubs. Qui sont très très bien reconstituées. Qui sont très bien reconstituées, moi, qui m'ont fait penser au pilote de Six Feet Under, où ça n'a malheureusement pas été reconduit dans le reste de la série, mais là, a priori, c'est parti pour rester, comme on dit. Et effectivement, il y a des petits clins d'œil, des petites références, on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche avec l'intrusion de Hydra à un moment donné. Moi, je pense personnellement que c'est plus au moment où on va retomber dans la mythologie Marvel que ça va peut-être potentiellement me perdre et à voir effectivement comment ça évolue. Si à la fin ils font tout péter avec leur pouvoir magique, bon, ça sera presque un petit peu tout ça pour ça, mais on n'en est pas là, il n'y a que 2 épisodes, je sais pas combien il y en a de prévus. J'ai pas regardé non plus, j'espère que c'est des saisons 1, 2, 3, des saisons de 8-10 épisodes. Ouais, voilà. Parce que je m'essouffle vite. C'est ça, a priori je pense que le concept peut pas tenir beaucoup plus longtemps. À voir effectivement s'ils conservent cette idée de une situation de sitcom un peu basique, quiproquo, ils se retrouvent à faire n'importe quoi, on pense que ça va très mal se passer. 9 épisodes. D'accord. Ouais. Et il y a un peu ce côté-là sur les 2 premiers, on pense que ça va très mal se passer pour eux parce qu'ils font tout mal, et au finalement il y a une espèce de twist qui fait que tout le monde est content, et c'est génial, et voilà. Et c'est les meilleurs, et tout le monde est ravi, et tout. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de troublant, c'est que c'est tellement plaisant ce qu'on voit, c'est tellement what the fuck et marginal et plaisant qu'on n'a pas envie que ça redevienne un truc de super-héros. On est assez confortable dans cette espèce de sitcom des années 60 complètement rétro débile. C'est pour ça que la fin de l'épisode 2, je suis genre déjà. Ouais. Tenez-nous plus longtemps dans ce truc un peu absurde. Et donc, il y a quand même toute une péripétie où Jarvis, la Vision, comme c'est une machine, il mange un chewing-gum par inadvertance et du coup ça grippe la machine et il se met à faire n'importe quoi. Comme s'il était gros, comme s'il était Rebou. C'est grotesque. Et alors pour le coup, c'est ça que je trouve que c'est génial, c'est qu'en plus Paul Bettany a un caractère, il prend un plaisir, un potentiel comique assez ouf quoi. J'aurais pas cru du tout. Les deux prennent un pied, mais c'est à l'évidence, il s'éclate à jouer, ces trucs-là. C'est très réjouissant en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est un plaisir simple. Ça dure pour l'instant entre 20-25 minutes par épisode, un peu plus, 25-30 minutes. Pardon, je vais éternuer. Moi, j'en place une pour la meilleure vanne du premier. Merci. Ce sont les risques du direct. J'en place une pour la. C'est pas le chat, hein, je vous rassure tout de suite. La meilleure vanne du premier épisode, alors qu'elle est vraiment complètement débile, c'est une scène où Paul Bettany fait la compta à toute vitesse. Et du coup, il y a son collègue de bureau qui dit oh là là, mais qu'est-ce que tu vas vite? On dirait un ordinateur sur leurs pattes. Et il fait hein? Non, mais je vois pas pourquoi tu dis ça. C'est débile. Il y a que des trucs comme ça, parce qu'évidemment les dialogues sont en fonction d'eux, enfin voilà. Et bonne surprise, hein. Franchement, très bonne surprise, j'y suis allé un peu à reculons, c'est toi qui m'as dit bon quand même, faudrait peut-être qu'on en parle, bon vas-y, j'ai regardé ce truc quoi, et en fait, non, pour l'instant, je n'ai que du bien à dire de cette série. Ouais. Tant mieux. Donc si vous avez Disney+, allez-y, Foncez. Et a priori, il y a 2 nouveaux épisodes qui sortent demain matin, donc voilà. Yes. Avec plaisir. Dernière partie de cette émission. Oui. On est plutôt dans les temps. On est très dans les temps, mais oui. Voilà, on va revenir sur le défi de la semaine dernière, qui est un défi assez couillu que tu m'as proposé, parce que on est presque en train de sortir de la pop culture pour vraiment de la cinéphilie un peu brute de décoffrage, quoi. Avec. C'est vrai, j'ai pas tellement pensé comme ça. J'avoue que je suis resté sur. Enfin, on reste sur Takeshi Kitano, voilà, un auteur populaire japonais, à travers non seulement des films de Yakuza, mais en plus une présence d'humoriste, une présence un petit peu parodique dans les jeux vidéo, mais bref. Ah, c'est-à-dire que lui, de base, c'est un vrai personnage populaire au Japon. Hein. C'est-à-dire que j'ai essayé de réfléchir à ça, je me dis, c'est peut-être pas Patrick Sébastien, mais pas loin. C'est-à-dire qu'il avait un vrai personnage d'humoriste, de comédien, avec des émissions complètement barrées à la japonaise. Il présentait un genre de un peu genre de Ninja Warrior pendant un temps, où effectivement il y avait une succession de... Non, c'était c'était Takeshi's Castle, je crois, son émission, où il y avait l'idée effectivement avec des candidats qui devaient faire des jeux réussir une série d'épreuves à la con. C'est une sorte d'interville débile. Exactement. Et donc... ça me fait de la peine de dire un interville débile. Ça pousse les potards loin. Et effectivement, il a toujours eu cette espèce de dualité entre ce personnage-là et cette espèce de cinéphile hardcore qu'aujourd'hui on prête plus à un look de Yakuza, quoi. Alors que de base c'était l'amuseur public, quoi.
mais il en joue complètement. Il a fait même en parallèle d'autres rôles, par exemple dans Battle Royale, où c'est vraiment le directeur de l'école tortionnaire et froid au possible. Et il y a toujours eu cette dualité. Il y a énormément de films de Yakuza, où il joue même à la fois des Yakuza et des policiers, où c'est toujours quelqu'un des petits détours par Hollywood, puisqu'il est dans l'adaptation de Ghost in the Shell aussi. C'est vrai, mais toujours un peu placide et taiseux, quoi. Ouais, tout à fait. C'est une sorte de quand il veut, c'est une sorte de Joe Pesci japonais quelque part. Ah oui, quand il te regarde et qu'il te met une baffe, tu finis sur le cul. Ouais, c'est ça. Et là, c'est un aspect totalement différent de sa filmographie sur lequel tu as voulu insister, parce que on oublie trop souvent ce côté-là de sa filmographie, mais c'est probablement le plus important. C'est son côté artiste peintre, son côté vrai cinéphile, le mec qui veut vraiment explorer le cinéma comme une toile sur laquelle il peut composer. Et tu m'as dit regarde aussi Nat Dossi, et vraiment je t'en remercie parce que je croyais avoir pas mal vu de Kitano de cette veine-là, entre l'été de Kikujiro, Hanabi, Kids Return et tout ça. Je pensais vraiment à Achille Tortue aussi, qui est vraiment beaucoup plus littéralement sur la peinture. Mais donc je pensais que j'avais un petit peu fait le tour de ce cinéma-là, mais Nat Dossi, c'est prodigieusement une exploration des possibilités du cinéma dans ce que ça a de pictural. Je t'avais dit il y a 2 ou 3 épisodes que j'aimais particulièrement le cinéma muet, parce que comme il est privé de langage, il se doit d'utiliser le champ des possibles de l'image. Et là, Takeshi Kitano, il a très très bien compris ça, puisque le couple de héros qu'on voit là sur l'image qui porte un surf, c'est un couple de sourds-muets. Et en gros, on se doute bien que leur vie est un petit peu merdique. On voit bien que lui, il a un boulot où il ramasse les poubelles, et le quotidien leur roule dessus, et rien dans leur société ne leur propose de perspectives très réjouissantes. Ils sont sur, je sais pas s'ils sont sur une île ou s'ils sont vraiment sur une côte du Japon. Je sais pas si c'est précisé dans le film. J'ai envie de dire que le Japon est une île un petit peu. Oui, mais je veux dire une île dans l'île, tu vois ce que je veux dire. Ils sont sur l'île principale, au Kaido. Mais en tout cas, il n'y a pas grand chose, quoi. C'est littéralement là, le bord de mer, ces trucs en béton, c'est un peu uniformément ça, quoi. Hokkaido ou Hondo d'ailleurs? L'île principale, oui. Comment elle s'appelle, l'île principale du Japon? On est nuls de pas savoir ça. Hokkaido, c'est une autre île, en fait, mais je suis pas très fort. Il y a Shikoku qui est en dessous. Je suis pas très fort en géographie. Putain, bon, ok, on est nuls. Je vais même pas essayer de bluffer. Très mauvais. Oh là, c'est pas bien de ne pas savoir ça. Je t'ai dit que je vais me renseigner sur le film. Je vais voir ce qu'Internet peut me dire en attendant. Mais ouais, donc ce héros, en tout cas l'homme de ce couple, va trouver pendant une tournée des poubelles, tout simplement, puisqu'il est éboueur et ramasse les poubelles, il va trouver un surf cassé que quelqu'un a laissé près des poubelles pour s'en débarrasser. Et là, ça va l'inspirer, ce truc-là. On sait pas pourquoi, mais quelque chose va vriller dans sa tête. Il va se dire, il faut que je me mette au surf. Ça vient comme une évidence. Oui, alors que de base, il est effectivement... il a rien à voir avec... Il est pas présenté en tant que tel. C'est-à-dire qu'on le voit pas dès la première scène, justement. C'est pas un sportif. Et puis on saura très vite qu'il n'a même pas de combinaison de surf. Il est pas équipé. Il a pas les moyens de s'acheter une planche. Il est pas du tout prêt à ça. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que chez elle aussi, ça vient comme une évidence. C'est-à-dire que là, ils ont trouvé avec ce surf une sorte d'élément dingue qui va changer leur routine et qui va leur promettre un émerveillement un petit peu what the fuck du quotidien. Et chez les gens qui les regardent vivre, ça provoque la même chose. C'est ça qui est très très beau et extrêmement doux dans ce film. Mais on parlait de bienveillance tout à l'heure avec Bakri et Jaoui, voilà. C'est aussi ça, c'est-à-dire qu'effectivement il va changer sa routine, il va sur la plage avec au départ sa planche cassée, avec une espèce de maillot de bain à la con, alors qu'effectivement on te dit, premier truc à faire c'est qu'il faut une combinaison, sinon t'as froid, etc. Tu restes pas dans l'eau très longtemps, en plus sa planche elle est cassée, donc il peut rien faire, c'est même pas un bodyboard, c'est pire que ça.
Et il y a à côté un groupe de jeunes surfeurs qui le regardent, ils comprennent pas pourquoi ce ils se foutent mec-là, un peu de sa tous les gueule, jours, au départ il y a certains effectivement qui se moquent de lui, puis ils le voient revenir tous les jours avec sa planche cassée, avec son short à la con, et puis ils disent ah, quand même ce mec-là il en veut quoi, il est persistant, il est... Et il est pas là pour faire le kékou, juste il en a envie, et tu sens, et il y a cette idée de ok on va l'aider, alors au départ effectivement il y en a un qui lui file... une combi, il y a le espèce de coach qui va un peu le prendre sous son aile aussi, et voilà, et de fil en aiguille, il va progresser dans ce monde-là, quoi. Il y a quelque chose de tellement magnifique et de tellement inspirant à le voir s'obstiner au-delà du raisonnable que finalement, et le comique vient de là aussi, à chaque fois qu'il y retourne avec un cortège de plus en plus grand de gens qui trouvent... Il y a deux mecs qui jouent au foot, parce que le sport populaire c'est le foot, qui se foutent de sa gueule au début, et puis petit à petit ils se disent mais... Ils sont de plus en plus heureux avec cette histoire de surf. Alors eux-mêmes, ils vont s'acheter un surf. Ah oui, c'est vrai. Ils ont un surf pour deux, et puis ils s'achètent ensuite une combinaison pour deux qui se prête. Et c'est tellement mignon parce que la première fois qu'ils essayent eux-mêmes, ils y vont sans combinaison. Donc le premier, il va avec la planche, l'autre le regarde, et puis il ressort, il a froid. Et celui qui était resté sur la rive lui dit mais alors... c'est nul, t'as froid et t'as même pas réussi à tenir debout sur la planche. Et l'autre il lui répond oui mais c'était bien quand même. Et du coup il y a une sorte de grâce charmante qui sort de ce truc, qui sort du quotidien. Simplement tout le monde profite de cette idée folle que pourquoi pas s'essayer au surf après tout, juste ça change quoi. Et elle est là, voilà, à côté, elle reste sur la plage, elle regarde et elle a l'air contente. Et on pourrait se dire, il n'y a même pas un côté, genre, c'est pas la potiche de service, on peut dire effectivement, elle tient sa planche, elle est là à le regarder, elle a rien de mieux à faire de sa vie, non. Elle aussi, elle est là, c'est pour le soutenir en fait. Et elle aussi, ça la rend heureuse. Il y a quelque chose qui la tire vers le haut, vraiment. Ça se voit complètement, et on parlait effectivement, forcément, elle le formule pas avec des mots et tout, mais ça se voit que chacun il trouve son plaisir, et en plus ils finissent effectivement par s'intégrer à ce groupe-là, ils vont faire une compétition, mais encore une fois sans prétention, c'est-à-dire c'est pas un shonen, c'est pas le mec qui part de rien et puis qui est obstiné et qui va aller gagner le championnat du monde quoi. Non. C'est beaucoup plus terre à terre et en même temps beaucoup plus beau que ça quoi. Ouais. Et là où il tire parti du cinéma muet, et même je trouve qu'il y a une inspiration très Jacques Tati dans le film, c'est que comme on le voit sur cette image du surf, mais aussi dans beaucoup d'autres plans du film, il a une manière d'utiliser tout l'espace de l'écran, c'est-à-dire de ne pas centrer uniquement sur ce qui se passe au milieu du cadre, mais vraiment sur ce qui se passe dans tout le champ. Et il y a juste, je voudrais citer un plan, parce que le plan, j'ai dû me le repasser plusieurs fois pour comprendre ce qui s'y passait, tellement c'est génial. C'est qu'il y a un moment où les deux, là, ils vont avoir une petite crise. Elle va lui faire une petite crise de jalousie, parce que lui, il est tellement sublime à travers son émerveillement du surf qu'il va intéresser même quelques nanas. Et il est plutôt beau gosse. Il est plutôt beau gosse aussi. Et donc elle va lui faire une mini crise de jalousie, et ils vont se retrouver pour se réconcilier tous les deux, assis sur le quai d'un port et regardant un peu dans le vide. Et donc on les voit de dos assis sur le quai comme ça, puis on voit le port devant eux. Et puis d'un coup, vraiment loin dans la profondeur de champ, il y a un truc complètement what the fuck qui se passe. Et du coup, ça les sort de leur rêverie, ils réagissent. Et j'ai dû me le remettre plusieurs fois pour comprendre ce qui se passait dans la profondeur de champ. Mais au fait, on voit un cycliste qui longe la berge comme ça, et qui, on sait pas pourquoi, il perd le contrôle de son vélo, il plonge dans le port, la tête la première. Et on sent que c'est hyper inattendu pour le spectateur, mais pour eux aussi c'était hyper inattendu. Ils sont là genre, ah bah merde, on était complètement ailleurs, on était dans notre rupture, on était dans notre réconciliation, et puis là, d'un coup il se passe un truc digne du cinéma burlesque sous nos yeux et tout, c'est vraiment... C'est génial. Et alors en plus de ça, il y a un troisième acte dans le dernier temps on va pas vous spoiler, mais qui raconte en substance que derrière toute cette façade un peu premier degré, euphorisante, bienveillante et tout, en vrai on a loupé une autre trame narrative extrêmement épaisse, c'est que pour eux deux, là-dedans, leur histoire d'amour est en train de se jouer. Leur histoire d'amour, le film et l'action du film racontent un tumulte dans leur histoire d'amour qui va se cristalliser sur un point d'orgue qui vous sort les larmes, quoi. C'est magnifique. Ah, c'est vraiment un très très beau film du début à la fin, et j'étais allé le voir, je suis tombé en tapant le nom
sur Google sur un article des Inrocks qui en parlait au moment de sa ressortie, pourquoi il faut aller voir le chef-d'œuvre Synecdoche de Sy. C'était en 2018, août 2018 je crois, donc effectivement la période où il y a pas grand chose ou alors des gros blockbusters en tout cas, mais voilà, c'est un très beau film d'été en fait, parce que justement il fait toujours beau ou presque, hein, mais voilà, il y a le ciel bleu, il y a la plage et il y a ce côté un peu mélancolique comme peuvent l'avoir des vacances au bord de la mer, voilà, et puis ce côté à la fin, bon bah c'est fini, et puis on rentre chez nous, et puis c'était bien, et il reste des très beaux souvenirs quoi, et ce film c'est ça, il y a un côté lancinant mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire on se laisse porter quoi, et en plus effectivement il y a la mer, il y a même le design sonore qui parfois juste laisse la place à rien, parce que c'est pas mal de plages muettes, on l'a dit. Et puis parfois, il y a ça emporté par la musique de Joe Hisaishi qui est magnifique, quoi. Il y a assez peu de thèmes différents. Putain, on n'en avait pas parlé de la musique de Joe Hisaishi, mais elle est tellement incroyable cette partition. Ah, c'est magnifique. Je crois qu'il y a assez peu de thèmes. En tout cas, il aime beaucoup faire ça dans pas mal de ses films, c'est-à-dire reprendre un motif récurrent et le travailler sur plusieurs scènes différentes. C'est splendide. C'est-à-dire que Joe Hisaishi, pour vous donner une idée, c'est un des compositeurs attitrés de Kitano et de Miyazaki. C'est un peu le John Williams de là-bas. Ouais, voilà, complètement. C'est-à-dire que s'il y en a vraiment, pour le coup, lui, pop culture, il est à fond dedans, quoi. Ouais. Et c'est une des plus belles choses que j'ai entendues de lui, quoi. Mais vraiment, si tu as un jour la chance de voir les Tetsuhiro aussi, la partition est absolument splendide, mais je pense que c'est ses deux meilleurs pour Kitano, en tout cas. C'est absolument sublime. Et puis on le mentionnait la dernière fois sur cette image, mais c'est vrai de tout le film, le travail sur les couleurs, et sur tout ce qu'on voit à l'image est absolument splendide. Ça ne fait aucun doute, quand on voit un film pareil, que le mec qui a derrière la caméra est un très très grand artiste. Vraiment. Super. Voilà. Très, très, très très beau film d'auteur. J'ai revu que c'était son 3e film uniquement, alors je ne serais pas assez pointu pour dire quels étaient les 2 premiers, mais c'est une partie de sa filmo vraiment. Ça doit être Takeshi's et Sonatine, un truc comme ça, non, les 2 premiers, hein, j'imagine, hein, je te le fais au flanc, mais je pense que c'est ça. Donc, on ira vérifier après. Donc pour le coup, rien à voir, en tout cas celui-là tranche à ce moment-là, mais il y en aura d'autres qui viendront qui seront un peu plus dans la continuité, mais... À moins que Takeshi's soit un des trucs qu'il ait fait plus récemment. Parce que je confonds tout ça avec Glory to the Filmmaker. Glory to the Filmmaker, c'est un truc qu'il a fait récemment, ça, enfin... qu'il a fait genre il y a 15 ans. C'est quoi, on va trancher le débat. On va regarder tout de suite le débat tout de suite. Alors, il a commencé par Violent Cop, Jugetsu, que je ne connais pas. Et Synecdoche de Sy, j'en avais pas un de bon. Et Synecdoche de Sy en 91. Donc Sonatine, c'est juste après Synecdoche de Sy. Sonatine. Et Takeshi, c'est un des récents, voilà. J'en ai... C'était 2005. Ouais, enfin, quand je te dis récent, c'est que c'est pas dans les années 80. Oui, voilà, c'était il y a 10-15 ans. Putain, comment j'ai été mauvais. Aniki, mon frère, j'avais trouvé ça très bien aussi. Aniki, mon frère, c'est très bien, mais c'était très 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 violent. Je l'ai pas revu depuis sa sortie. C'était horriblement violent. Le pote avec qui je l'ai vu m'en veut encore. Aniki, mon frère. Il est là, mais putain, c'était pas possible. Les mecs qui se fonçaient beaucoup, on voit leurs boyaux et tout, il y a que de la violence. Des doigts aussi, il se coupe le coup des baguettes. Est-ce que tu te souviens du coup des baguettes dans Aniki, mon frère? À un moment, il prend une baguette, il la pète en deux, il met les 2 bouts dans les narines d'un mec, et ensuite, poum, il lui rentre comme ça. Oh l'enfer. Le truc de fou, quoi. C'est aussi ça, Takeshi. Oui. C'est aussi pour ça que c'est, je pense, un des plus beaux et des plus grands réalisateurs actuels, mais ça, pour le coup, ça vaut vraiment le coup. Sin at the Sea, c'est vrai que ça peut un peu faire Boulga quand on le prononce d'un coup, mais c'est splendide. C'est littéralement ça, c'est-à-dire que c'est une scène sur la mer, quoi. C'est un côté très théâtral et très 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 beau là-dedans. Juste voyez-le, voilà, c'est tout. Effectivement, comme tu dis, on est aux confins de limite de la pop culture, mais c'est magnifique. Alors moi je t'ai apporté, à mon avis je vais pas avoir besoin de rejouer, mais je pense que mon premier choix va être le bon. J'en ai sélectionné 2 autres par sécurité, mais en gros, avant que tu découvres, j'avais envie de venir avec de la musique. Et comme tu connais déjà extrêmement bien la musique, je me suis dit qu'est-ce que je vais vraiment lui faire découvrir. Pas tant que ça. Et plus on n'a pas forcément les mêmes. Évidemment, on vient pas des mêmes choses en plus. Donc, Non, c'est vrai. Mais
j'ai essayé de trouver un format hybride pour pouvoir te proposer à la fois des images, des trucs à regarder et des trucs à écouter. Et comme on avait eu un débat pas très récemment, mais il y a quelques mois, on a eu un débat féroce sur Twitter autour d'un sujet en particulier, je me suis dit que j'allais bien te mettre le nez dedans. Alors merde, attends. Et ça peut être... et vas-y, ouvre le... On se répond régulièrement sur Twitter. Est-ce que tu as vu ce film-là ? Ah non. Alors, Kill Your Friends, qui est un film qui est sorti assez récemment, je dirais en 2015, est un film avec Nicholas Hoult et avec Rosanna Arquette et James Corden dans un petit rôle, effectivement. C'est un film sur le milieu de la musique, c'est-à-dire ouais, c'est ça, les mecs les labels musicaux, à Londres, en 1997. C'est l'année 1997 en Grande-Bretagne, et la musique qu'il y a eu autour de ça. Parce qu'en fait, on a eu un débat très long sur quelle est la plus grande année musicale de tous les temps. C'est ça, parce que j'écoutais un podcast pendant un temps qui revenait année après année sur les plus grands albums du rock. Alors c'était des choix purement subjectifs par deux personnes que je suis. Et j'en étais à l'épisode sur l'année 1971 où ils défendent chacun deux albums. Ils avaient listé tout un tas d'albums qui étaient sortis aussi cette année-là. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une dinguerie cette année, quoi. Il y a tout ce que j'aime, il y a tout, tout le rock de ces années-là qui va faire des émules encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc voilà, ça avait lancé le débat. Et derrière, toi, de toute façon, t'as ton année fétiche qui est 97. Alors, à raison, hein, y a pas de problème là-dessus. Mais parce que j'aime la culture britannique aussi, mais c'est vrai, puis ça me rappelle des souvenirs, puisque j'avais que 13 ans en 97, j'étais en 3e, et toute la musique qu'on a vécue pendant une année, c'est-à-dire de manière très très compressée, on la retrouve là dans ce film en bande sonore. Le héros est un héros, c'est un mec cocaïné jusqu'aux yeux, qui a 25 ans et qui veut devenir calife à la place du calife dans son label, et il est au cœur de cette effervescence musicale qu'il y a en Grande-Bretagne à cette époque. De toute façon, on le voit, c'est marqué sur l'affiche, musique de Blur, Oasis, Radiohead, Prodigy et The Chemical Brothers, qui ont tous sorti un album cette année-là. Exactement. Voilà. Et mis à part Oasis qui a sorti un album un peu compliqué cette année-là. Un peu nul à chier, on peut le dire. Ouais, bon, il y a quand même des trucs valables dessus, mais tu vois, Blur, c'était l'époque de Beatlebum et de Song 2 et de ces énormes tubes. Radiohead, OK Computer, ça met tout le monde d'accord. Prodigy, c'était The Fat of the Land. Je pense que s'il y a qu'un seul album à avoir de Prodigy, c'est The Fat of the Land. Et Chemical Brothers, c'était Dig Your Own Hole, qui est un des plus grands albums de l'électro. Et on prend ça avec plus de condescendance, mais 97, c'était éminemment l'année des Spice Girls. Qui était un phénomène de pop culture sans précédent en Grande-Bretagne. Et dans le monde. Ouais, dans le monde, c'est ça. Il y avait encore de l'Eurodance, il y avait encore, c'était le début de l'emballement des boys bands et des girls bands. Et on va retrouver tout ça dans ce film-là, et ça met en scène des personnages donc, qui ont 25 ans et qui organisent un véritable jeu de massacre au sens propre comme au figuré, pour devenir le prochain dénicheur de talent et celui qui aura le prochain Radiohead, le prochain OK Computer, et qui marchera sur la gueule de ses ennemis, tu vois. Mais le nom ne m'est pas inconnu, en revanche le réalisateur complètement, Owen Harris. Je sais pas très bien ce qu'il a fait non plus, mais c'était surprenant de découvrir ce film et au premier abord de se dire bon bah c'est un petit film sur un jeu de massacre, et au fait après le film se décante dans ta tête et tu te dis ah ouais non en fait c'était très malin ce truc là. C'était très très fort parce que c'est à la fois symbole d'un temps, ça te marque une époque comme vraiment un petit peu providentielle musicalement parlant. Il y avait The Verve aussi, hein, bien sûr, même époque. Et en même temps, ça épouse un petit peu la forme si britannique des films comme Petit meurtre entre amis, c'est-à-dire le truc pince sans rire, où il y a de la comédie, mais où il y a un vrai drame humain qui se passe derrière, quoi. Voilà. Bah, Lucie nous dit, rajouter dans ma liste, et la bande-son s'annonce bien, oui. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Tu peux mettre même le Oasis, hein, je blague un peu, mais donne-lui une petite chance quand même. Et voilà, rien que ces 5 albums-là, tu peux y aller. Et je rebondis sur ce que tu disais avant à propos de Disney+. Bah oui, écoute, prends-le toi, pourquoi pas, ne serait-ce que pour essayer. Ouais, bien sûr. Il est pas sur Disney+, j'imagine. Hein, Kill Your Friends, absolument pas. Absolument pas. Non. Mais
Mais ouais, donc en plus il y a James Corden qui joue un rôle là-dedans, il y a plein d'excellentes surprises, je te laisse découvrir ça. Tu Très verras, bien, tu verras. écoute, avec grand plaisir. Je l'ai. Ah, pardon. Ah, je me doutais bien. Quand même, je suis venu avec. Ah, il est là. Toujours le Blu-ray. Il est là, Enjoy. C'est appréciable. Enjoy avec Nicolas Hoult qu'on a vu dans. X-Men. Oui, mais surtout dans un film que tu adores, putain. Ah, Fury Road. Mad Max Fury Road, bien sûr. Fury Road, évidemment. Et qu'on voit toujours trop peu Nicolas Hoult. Moi, mon film préféré avec lui s'appelle Warm Bodies, un Roméo et Juliette C'est avec celui des dont- c'est celui zombies. dont- Oui, dont on avait oublié chercher le nom. Warm Bodies. Voilà. Je pourrais te l'amener en Blu-ray aussi si tu veux. Voilà, bon bah écoutez, c'est... Oh, je pense que tu as dû flinguer les oreilles de tout le monde là. Et du chat, le chat était pas content, désolé. Désolé les Ça va bien copains. se passer. On se retrouve la semaine prochaine, on débriefe ce film-là. Tout à Et fait. puis on verra pour l'actualité. Ne nous tuez pas trop de nos acteurs préférés français parce Ouais. qu'on les pleure Alors d'accord, amèrement. ça nous fait des sujets un peu tout faits, mais on aimerait bien en parler pour autre chose. Ouais, Voilà. exactement. En attendant, portez-vous bien et puis on a hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Tout avec à fait. deux épisodes de WandaVision de plus, tout ça. machin. Exactement, d'ici là, eh ben, vous pouvez nous retrouver voilà, en bas là, je sais maintenant, c'est par là. Voilà. Ah oui. Ici. Ah, bah, moi c'est là. Ouais, Ah oui, c'est ça, là. Et sur le Grand Pop FR, bien évidemment. Lundi prochain, vous aurez un nouvel article de moi qui sera a priori sur un manga japonais que j'ai fini il y a pas très longtemps. Dans le dernier tome est juste là. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer, d'accord. c'est dommage. Ça s'appelle 20th Century Boys et je vais devoir écrire ça ce week-end. Super. Et voilà, mardi vous avez Otax, mercredi vous avez moi et jeudi on sera de retour ici. Avec grand plaisir. D'ici là, des bisous. Bye bye. Tchuss. Tu dis au revoir le chat? Non? Miaou. Ouais? Tu dis quelque chose? Non? Ok. Miaou. Tant pis.